Il y avait tous les éléments pour effectivement comprendre l'implosion qui allait arriver sur Orpea pour des raisons extra-financières. Sous-effectifs, les gens étaient sous-payés. Le budget de restauration chez Orpea était de 4,35 € par jour, 1 € par repas pour nourrir les personnes qui étaient dans les EHPAD. Tu fais quoi avec 1 € aujourd'hui? Tu vas chez McDo, c'est pas 1 € le hamburger. Orpea en 2019 avait d'excellentes notes ESG. Donc il fallait pas faire confiance aux notes ESG déjà en 2019. Est-ce que tu as envie de te priver de 0,2% de performance pour être aligné par rapport à tes convictions? Là, c'est une réponse que chacun doit donner. C'est pas BlackRock, c'est Charles Elias ou Vincent. Un ETF, faut savoir que ça coûte 300 000 € par an. On a voulu monter un fonds, et tous les gérants nous disaient faut mettre 10-15 millions d'euros sur la table, on les avait pas. La gestion éthique, c'est quand même bien dans la tête du client que ça se passe. Il y a 1 millier, je crois, de fonds ISR. Donc ils ont laissé tellement de gens rentrer dans le wagon que c'est difficile de leur demander de sortir. Je veux que tu achètes des fonds avec une note au moins de 6,2 sur 10. Oui, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais. Mais tout le monde est parti là-dedans. T'as aucun client qui te le demande, mais tout le monde propose ça. Aujourd'hui, quel est le lien qu'on observe concrètement entre rendement et impact? Si l'expression greenwashing fut utilisée pour la première fois par l'activiste écologiste Jay Westervelt en 1986, elle n'a jamais été autant d'actualité que ces dernières années. Le monde de la finance traditionnelle est souvent critiqué pour son manque de transparence, et quand il s'agit d'investissement responsable, c'est encore pire. Entre les acronymes indéchiffrables et les notes ESG qui semblent absurdes, investir tout en respectant ses convictions est un défi colossal, et les institutions ne nous aident pas. Pourtant, depuis 2019, la demande pour les produits d'investissement dits ESG explose. Les particuliers ont conscience de l'importance de maîtriser l'impact de leurs investissements. Mais comment investir responsable tout en évitant les pièges du greenwashing? Pour répondre à cette question, j'ai invité un expert du sujet, Vincent Auriac. Vincent est président d'Axilia, un cabinet de conseil spécialisé dans la finance responsable. Cet échange, il a permis de remettre au clair des notions clés comme l'ESG, l'ISR ou les labels. On a répondu à la question « Investir responsable se fait-il au détriment de la performance ?» Enfin, on a vu les actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour mieux maîtriser l'impact de vos investissements. Si mieux comprendre l'investissement responsable vous intéresse, ou si vous voulez carrément construire une stratégie d'investissement qui est responsable, vous êtes au bon endroit. Bon visionnage. Vincent, bienvenue dans le Grand Bain. Merci Charles Elias de l'invitation. Je suis très content de te recevoir, Vincent Auriac, fondateur du cabinet Axilia, un cabinet de conseil spécialisé en investissement responsable depuis 2005. Exact. Et vous conseillez des associations, des fondations pour les aider à mieux gérer leurs investissements, leurs placements et les aider à les faire correspondre à leurs valeurs. Vous avez aussi créé le score carbone qui évalue la capacité des entreprises à s'acquitter de leur facture carbone et aussi l'indice Vérité 40 dont on aura l'occasion de reparler. Aujourd'hui, on va parler investissement responsable. C'est ton sujet, Vincent. C'est un sujet que j'ai relativement peu abordé. Il y a très longtemps que j'en ai pas parlé dans le Grand Bain. J'en avais parlé avec Gaël Berthélémé de la newsletter Épinard. Donc ça fait quelques temps, c'était il y a quelques mois. Et c'est une thématique assez délicate à aborder parce qu'il y a déjà une mauvaise compréhension des termes ESG, ISR, PAB. Il y a un vocabulaire qui est un peu opaque pour beaucoup d'investisseurs et qui freine la bonne compréhension de ce sujet. Il y a le sujet du greenwashing, évidemment, mais il y a aussi le sujet du lien entre l'impact et le rendement. Et c'est ce qui freine beaucoup d'investisseurs aujourd'hui à se lancer là-dedans. J'ai le sentiment qu'il y a deux camps. Il y a un petit peu ceux qui veulent investir responsable, mais qui ne savent pas comment faire. Et il y a ceux qui préfèrent faire des efforts ailleurs en se disant bon bah l'investissement tant pis, je peux pas être à la fois rentable et avoir un impact intelligent. Je voudrais comprendre un peu déjà, est-ce que c'est vrai ce sujet de l'impact? Donc finalement je voudrais aborder 3 thématiques avec toi. Expliciter, déjà dans un premier temps, de quoi on parle quand on parle de ESG, d'ISR, des labels aussi. Je voudrais qu'on parle du lien entre le rendement et l'investissement et l'impact, savoir si c'est véritablement un compromis à faire. Et enfin, je voudrais savoir, pour les investisseurs qui nous écoutent, comment ceux qui veulent justement mieux maîtriser leur impact, leurs investissements, comment investir de manière responsable, de façon très concrète. On va notamment parler des banques vertes, des néo-courtiers qui ont un petit peu cette spécialité. Est-ce que ça te convient? C'est parfait. Je pense qu'on va faire progresser la connaissance de tout ça. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas facile. C'est un sujet très délicat, très complexe, et justement, c'est important de poser les bases quand on démarre. Déjà, de quoi on parle concrètement? Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui découvrent peut-être ESG, ISR, de quoi on parle? Alors, ESG, ISR, là, on est dans ce qu'on appelle les acronymes. Bon. Et souvent, les gens s'arrêtent là parce que c'est une espèce de mur. Qu'est-ce que ça veut dire ESG? Qu'est-ce que ça veut dire ISR? Et ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Et il faut voir que quand ce mouvement est né en France, ça ne s'appelait pas comme ça. C'était d'ailleurs beaucoup plus clair. Ça s'appelait la gestion éthique.
Et la gestion éthique, on voit à peu près que ça renvoie effectivement aux valeurs que chacun porte. Chacun n'a pas la même vision d'un problème. Donc dans les années 87, ça s'appelait comme ça, la gestion éthique. Et c'était d'ailleurs une gestion qui a été lancée par plutôt des personnes privées. Aujourd'hui, c'est pas mal à une histoire d'institutionnels qui d'ailleurs se font, je dirais, n'ont pas de problème avec les acronymes, hein, sont des experts, ils sont là-dedans toute la journée. En 87, c'était des particuliers qui ont lancé ça, c'était même des congrégations religieuses. Ok. On n'en parle plus aujourd'hui. Quand tu discutes avec des gens qui sont même dans le métier, ils te disent ouais, c'est né dans les années 80, fin des années 2000, début des années 2000, l'ISR, parce que on commençait à utiliser l'acronyme. Non, en fait, c'est né une quinzaine d'années avant. Et à l'époque, ça s'appelait la gestion éthique. Et c'était des congrégations religieuses qui ont porté ça. C'est vrai que pour se poser des questions, c'est souvent des gens comme ça qui s'interrogent sur le monde. Aujourd'hui, ça a été complètement... D'abord, ces congrégations religieuses sont très peu présentes puisqu'elles ont vieilli. Celle qui avait lancé le mouvement en France, qui s'appelait Sœur Nicole Rey, peu de gens la connaissent, mais c'est vraiment elle qui a tout lancé. Elle est plus de ce monde. Mais ils avaient des réflexions incroyables à l'époque. Ils étaient déjà dans la relation avec le Sud. Quand je dis le Sud, c'est les communautés religieuses qui étaient au Brésil, qui n'avaient pas du tout la même vision du capitalisme, de la mondialisation que des sœurs qui étaient basées en France. C'est né beaucoup d'ailleurs de ces interrogations-là. Des sœurs brésiliennes ont dit à sœur Nicole Rey, mais attends, tu nous parles d'investissement en bourse. Nous, on a plutôt des gens qui viennent chez nous, utiliser la main-d'œuvre, ouvrir des usines, les fermer peut-être quelques mois après. Écraser les forêts, extraire des matières premières. On n'a pas la même vision que ce que tu nous expliques. Et de ce frottement-là est née justement la gestion éthique. Elle a fondé une association à l'époque qui s'appelle Éthique Investissement, qui existe toujours, qui est trop peu connue d'ailleurs, et qui a des réflexions incroyables. Il y a à l'époque une charte qui a été écrite, une espèce de charte de placement, qui listait la manière de faire les choses, qui est encore d'une incroyable, vérité. C'est très contemporain, ça n'a quasiment pas pris une ride. Et aujourd'hui, on parle de label ISR, on cherche à quoi se raccrocher. Lisez la charte éthique investissement. C'était assez concret, pragmatique. C'est très concret. Et c'était d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'exclusion. C'était beaucoup du dialogue avec les entreprises. Aujourd'hui, on appelle ça de l'engagement. Mais à l'époque, ça s'appelait du dialogue. On a changé de nom, de mots, mais c'était la même chose. Et je me souviens, moi, j'ai participé à ça. J'ai même travaillé pour Sœur Nicole Rey pendant 6 ans. Je me rappelle d'un épisode avec Legrand. Au premier semestre, elle faisait venir le syndicaliste qui lui expliquait ce qui se passait dans la boîte. Au deuxième semestre, elle faisait venir le patron ou le directeur financier ou le DRH, et puis elle confrontait les deux visions. Est-ce qu'ils me racontent les mêmes choses ? Ok, donc c'était déjà de l'analyse extra-financière. Elle est une extra-financière. Et quand il y avait un décalage, elle demandait au directeur financier, mais il m'a dit ça, le syndicaliste, vous ne me racontez pas la même chose. Vous pouvez m'aider à aligner un peu les visions. Bon, qu'est-ce que font aujourd'hui les sociétés de gestion ? Ils font de l'engagement, il y a des gens qui sont payés pour ça, pour poser des questions. Donc, il n'y a rien de très nouveau. Simplement, entre-temps, ça s'est quand même beaucoup complexifié. Même les appellations ont pris de la distance par rapport aux purs investisseurs, puisqu'elles étaient investisseurs, investisseuses. Et aujourd'hui, donc, c'est des acronymes. ESG, ISR, sans parler des réglementations, CSRD, etc., SFDR. Donc tout ça, ça crée de la distance où là, il n'y en avait pas au départ. Parce qu'on disait les termes tels qu'ils étaient, on n'utilisait pas la gestion éthique, on rencontrait les boîtes, et ça, c'était en tout début des années 90. Donc aujourd'hui, on a l'impression de redécouvrir la poudre. Bon, voilà, donc c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Je crois qu'il ne faut pas diaboliser, il faut faire attention à ces fameux acronymes. C'est beaucoup plus simple que ça derrière. Par contre, ça demande effectivement du temps. Il faut regarder les boîtes, il faut discuter avec elles quand on en a la possibilité. Donc c'est vrai que ça c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a plein de boîtes cotées, les boîtes sont beaucoup plus grosses, les sujets sont plus épais. Mais fondamentalement, c'est pas compliqué la gestion éthique ou la finance responsable. Et donc ESG et ISR, alors rapidement les acronymes environnement, social, gouvernance. Voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière ce sujet de l'ESG ? En fait, c'est une mise en musique des sujets qu'on évoque qui peuvent être extrêmement simples. En fait, il y a un problème
On essaye de regarder ce qui se passe. Donc, on a ensuite catégorisé, classifié tous ces problèmes en parlant d'ESG. Donc, le E, c'est environnement, le S, c'est social, le G, c'est la gouvernance. Derrière, ça recouvre tout un tas de sujets. Dans le E, ça peut être les pollutions, ça peut être le changement climatique. Dans le S, ça peut être la gestion des handicapés dans l'entreprise, la place des femmes. Le G, qui contrôle l'entreprise? Est-ce qu'il y a des administrateurs indépendants? Donc, on imagine bien qu'il y a plein de sujets qui vont se ranger chacun dans les petites boîtes E, S et G. À chaque fois, pour chacun de ces critères, on regarde de quelle manière l'entreprise pose le sujet. Comment est-ce que je vais me défaire de cet aspect-là? Quels moyens je mets en place? Et quels résultats j'obtiens? Donc à chaque fois, on a 3 piliers, trois moyens d'analyser un même sujet. Les handicapés, est-ce que je me donne un objectif? Quels moyens je déploie? Et quels objectifs j'atteins. Et en fonction de ça, on arrive ensuite à ce qu'on appelle une note ESG ou une notation ESG, où des analystes, dont c'est le métier, par rapport à chacun des 3 critères, vont dire, bah là, sur ce critère des handicapés, la politique est ambitieuse, les moyens déployés sont importants et les résultats sont significatifs. Et par rapport à ça, mais ce n'est pas forcément évident, les gens mettent une note sur 10. Et tu refais pareil pour chacun des critères. Il peut y en avoir 50 à 200, ça dépend combien tu en retiens. Et donc, tu vas faire ensuite une moyenne. Équipondéré? Alors, j'allais le dire, tu ne sais pas. C'est là où commence la limite. Selon les émetteurs des notes? Selon les agences qui calculent, tu ne connaîtras pas l'algorithme, entre guillemets, on appelle ça comme ça maintenant, mais simplement l'équation ou la formule qui va te dire, bah, je vais pondérer de telle manière à l'intérieur du E, de quelle manière je vais pondérer entre le E, le S et le G, donc qui est déjà le 2e niveau, et à la fin, voilà, ça va me donner une note sur 10, ça peut être sur 100, ça peut être sur 10, mais donc tu imagines que tu as 200 critères, des sujets extrêmement différents, certains purement quantitatifs, les émissions de CO2, le changement climatique, c'est des tonnes, d'autres qualitatifs, et tu vas faire une moyenne de ça, sachant que les entreprises, pour que l'analyste lui arrive à ce calcul, vont recevoir un questionnaire. On va leur demander pour chacun des critères E, S, G, qu'est-ce que vous faites, quels moyens vous déployez et puis à quel résultat vous arrivez. Et l'analyste, il touille tout ça et il arrive à une moyenne et donc une note sur 10. Les questionnaires font 70 pages, donc c'est les entreprises qui les reçoivent. Il y a des gens dans les entreprises qui répondent à ces questionnaires. Ils ne font d'ailleurs que ça. C'est des personnes qui sont dédiées à ça. Ils font que ça. Ils dépendent des directions RSE. Ils sont employés à ça. Souvent, dans les très grosses boîtes, je parle de boîtes du CAC 40, tu peux avoir 3 personnes à temps complet qui passent leur année à remplir ces questionnaires. Et donc, quand ils ne font pas ça, ils ne vendent pas autre chose de l'entreprise. Ils sont purement dédiés à ça. Et donc, tu comprends d'ailleurs là que pour pouvoir payer 3 personnes qui ont des très, 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 très beaux profils, bah, il faut avoir les moyens. Et donc, ça avantage plutôt les grosses sociétés qui vont pouvoir remplir ces questionnaires. Et d'ailleurs, de manière un peu contre-intuitive, une petite boîte qui ferait des choses très sympas, mais qui n'aurait pas ces personnes pour remplir les questionnaires, bah, elle ne va pas le renvoyer à l'agence et aura pas de note. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de d'initiative. Pas de note ne veut pas dire une mauvaise note. Voilà. Mais le questionnaire n'a pas été rempli. Voilà. Donc, il y a plein de biais comme ça. Ça, c'est l'ESG. L'ISR, investissement socialement responsable. C'est un peu le terme fêtier. C'est ce qui regroupe toutes les catégories, toutes les méthodologies d'approche extra-financière. Ça peut être la finance solidaire, ça peut être la finance ESG, la notation. Donc c'est un peu fêtier, c'est le terme générique, comme on dit, qui regroupe toutes les formes de pratiques, l'engagement, l'exclusion, la notation, etc. Voilà. Donc c'est des noms un peu compliqués qui recouvrent beaucoup de pratiques qui se sont accumulées au fur et à mesure des années. Voilà, donc effectivement, il faut un peu les connaître, mais le mot en lui-même ne va pas forcément donner beaucoup d'indications, il faut vraiment creuser un peu derrière. Oui, donc la note ESG, finalement, elle recouvre plutôt un ensemble de critères, et à l'intérieur de ces critères, il y a des pondérations qui sont différentes selon les agences. Et qui ne sont pas connues. Et qui ne sont pas connues. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les agences ne révèlent pas parce que c'est leur formule. Tu vas pas demander à William Sorin quelle est la proportion qu'il met de gras de cochon ou de viande de porc, machin truc. Donc, c'est leur fabrication. Chaque agence a sa manière de calculer. Chaque agence va avoir sa note et va donc conserver un peu la formule magique. Les données... Alors, d'ailleurs, ça a été critiqué, ça. Il y a notamment un chercheur qui s'appelle Florian Berg qui en 2019 a sorti un papier que tout le monde devrait lire mais que peu de personnes vont lire. Pourquoi ? Parce qu'il fait 50 pages, qu'il est en anglais. Mais on trouve quand même des résumés, notamment sur notre site, là, Axilia, on a mis un résumé en français qui fait, je crois, 3-4 pages, donc qui est beaucoup plus digeste, qui explique
comment est construite cette notation, quels sont les biais, les limites. Et donc, effectivement, on ne connaît pas forcément les formules. Oui, c'est pour garder un peu finalement, la marque de fabrique. Bien sûr, mais à cacher cette note en tant qu'investisseur particulier ou même professionnel qui cherche à sélectionner des fonds qui sont en accord avec mes valeurs, est-ce que j'aurais pas plus intérêt à sélectionner une agence notation, ou plutôt une notation qui vient d'une agence qui dévoile sa méthodologie? Supposons que je suis très axé environnement et beaucoup moins social. Si jamais l'agence, sa pondération, elle me donne plus de poids au social et moins à l'environnement, je vais pas forcément aller vers cette agence-là. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Déjà, tu as parlé des fonds. Là, pour l'instant, on n'avait parlé que des agences. Donc, les agences livrent une note brute, pour simplifier, sur 10. Les fonds peuvent ensuite en faire un retravail. Donc, ça peut être encore... En fait, la finance responsable aujourd'hui, c'est devenu un produit ultra transformé. C'est comme dans l'agroalimentaire. Tu as le blé, mais tu ne vas pas forcément acheter, tu ne vas pas forcément voir le blé qu'il y a dans la baguette que tu achètes. Tu ne connais pas la formule de la baguette, simplement on te dit la baguette elle est verte. C'est vrai que si tu es un peu curieux, que tu as envie de savoir comment ça marche, mais tu ne le sauras pas. On ne connaît pas les formules. Tu peux aller sur le site des agences de notation, il y en a une demi-douzaine de grande envergure. Il n'y a nulle part marqué la formule de calcul, tellement c'est complexe, tellement il y a d'ingrédients dans la formule. Et donc comment est-ce qu'on fait pour comparer la qualité d'une note entre deux agences? Elles ne sont pas comparables. C'est très simple. Comme chacun a sa formule, alors ils vont appeler ça de l'aspirine. L'ESG, la note ESG, mais l'aspirine n'aura pas la même composition et tu ne connais pas la composition. Bon. C'est parti comme ça. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que c'est parti comme ça. En France, ça existe depuis 1997. Ça paraît assez énorme, ce qu'on vient de dire là en l'espace de quelques secondes, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, d'où les accusations de greenwashing qui commencent à monter, le fait que les agences intergouvernementales, l'ESMA, se saisissent de ça et parlent ouvertement de greenwashing. Il y a 2 jours, il y a une ONG qui disait stop, faut arrêter le greenwashing, faut mettre des limites claires, que les gens sachent au moins ce qu'ils achètent. Bon, on en est encore un peu là, malgré que l'ISR est déjà un certain nombre d'années en France. Donc, bon, c'est comme ça. Et donc, dans ce cas-là, quelles sont les motivations pour les entreprises à obtenir une bonne note ESG aujourd'hui? Quand on est une grande société ou une petite d'ailleurs, tout le monde a envie d'être bien traité. Le sujet du développement durable est un sujet qui est ancien. On ne connaît pas d'entreprise qui n'ait pas envie d'être positivement, je dirais, appréciée par rapport à ce mouvement-là que personne ne conteste. Le développement durable, c'était je crois 89, la commission Brundtland. Comment assurer le développement harmonieux sans altérer le développement des générations futures? Bon, c'est pas contestable. Donc aucune entreprise va se dire non, moi je veux pas de développement durable, je veux du développement pas durable. Non, c'est pas audible. Donc toutes les entreprises, tout le monde aurait envie, c'est comme un contrôle technique de voiture. Tout le monde a envie de passer le contrôle technique. Il n'y a pas de gens qui ont envie de rouler avec des voitures qui vont se casser la figure. Donc c'est humain, c'est normal. Après, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'effectivement, contrôle technique encore, quand on te remet le contrôle technique, tu sais qu'on a regardé les amortisseurs, les machins, mais tu le sais même pas pour une note ESG. Donc c'est là où c'est quelque chose qui... Donc, quand on est une entreprise, on obtient une note ESG d'une certaine agence, mais derrière on peut pas l'interpréter et savoir où on doit mettre les efforts. Moi je sais que pour discuter, par exemple, on discute beaucoup avec les sociétés cotées. On a discuté il y a pas longtemps avec le directeur général de Getlink, ça s'appelait avant Eurotunnel, qui nous dit moi j'en ai un peu marre. J'ai parfois des bonnes notes, ça me gêne pas, hein. J'en ai des mauvaises. C'est normal, je défends ma boîte, j'ai envie de comprendre pourquoi la note est mauvaise. Quand j'appelle les agences, j'ai personne qui me répond et j'ai jamais la réponse. C'est vrai que ces agences, aucune sont en France. On a perdu toutes nos agences. On avait une grande agence extra-financière qui s'appelait Vigéo. Elle n'est plus française. Elle a été rachetée par Standard & Poor's, par Moody's, pardon. Et donc, ce directeur général, il n'a pas la réponse. Et d'ailleurs, lui, quand il a vu ça, il a dit je lance ma propre notation avec une formule extrêmement simple, qui est d'ailleurs la même qu'on utilise chez Axilia. Tu as parlé du score carbone. Et il a dit il faut arrêter. Je ne peux pas ne pas pouvoir expliquer à mes actionnaires que je ne sais pas pourquoi j'ai une mauvaise note. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les agences fonctionnent comme une black box, comme une boîte noire. C'est une boîte noire. Autant pour les investisseurs particuliers qui derrière veulent se renseigner et sélectionner les bons investissements, que pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur impact. Pour une fois, le particulier n'est pas plus maltraité que l'entreprise. Donc il y a une double pénalité. Double pénalité, la note n'est pas connue. Mais l'intérêt des agences de faire ça, c'est quoi En fait, si tu veux, il faut bien voir que
Donc il y avait une demande de qualifier les entreprises par rapport à ce grand mouvement du développement durable. Mhm. Et il n'y avait pas de données produites naturellement, spontanément par les entreprises. Mhm. Ce qui est en train de changer depuis 9 mois, puisque en Europe, et pas ailleurs, mais ça va faire écho, en Europe, il y a eu ce qu'on appelle, encore un acronyme CSRD, donc c'est une réglementation qui oblige à la production de données extra-financières de manière obligatoire. C'est venu une réglementation européenne, et qui dit d'ailleurs, on est passé du néant à quelque chose d'extrêmement exigeant. On demande 1200 points d'information, 1200 data aux entreprises sur, quelque part, quelque chose qui ressemble au E, au S, au G. Mhm. Donc une quantité phénoménale qui n'avait jamais été demandée, et d'ailleurs indépendamment de la taille de l'entreprise. Mhm. Voilà. Avant, il n'y avait rien. Donc avant, c'était 2023. Donc entre le milieu des années 90 et 2023, c'est les agences qui ont, je dirais, comblé ce trou de l'attente du comment je me qualifie par rapport au développement durable. L'entreprise n'ayant obligation de rien publier, c'est les agences de notation qui ont comblé le vide et qui ont inventé des notes pour essayer de qualifier, je dirais, la pratique de l'entreprise vis-à-vis du développement durable. Sauf que les données, ils ne les avaient même pas, puisqu'il n'y avait aucune obligation de les publier. Donc ils ont inventé des formules. Certains diront black box, pas très transparente, compliquée. Mais dans ce cas-là, quelle est leur crainte? C'est que demain, on copie cette formule. Mais je veux dire, sûr. on a été une agence on est transparent sur notre méthodologie de calcul. On est les premiers à faire ça. Demain, d'autres agences font la même. On dit, très bien, ils font ça, mais on le faisait avant. Et puis, la finalité, c'est quoi? Ça reste tout de même de pouvoir donner une information transparente à l'entreprise et aux investisseurs. Donc, on se bat pour rien, là. Chaque agence va expliquer qu'elle va apporter une méthodologie plus fine, plus différenciée, peut-être effectivement avec des accents un peu plus marqués sur le S, le G ou le E, mais fondamentalement, les limites sont les mêmes pour toutes, c'est-à-dire un manque de données, et donc le recours à un questionnaire. Si la donnée était disponible, on ne ferait pas de questionnaire. On prendrait la donnée, il suffirait d'aller la chercher dans le rapport annuel. Donc, comme elle n'existait pas, on a inventé ce questionnaire, et ce questionnaire, on en a fait un traitement, et à la fin, on en a fait une note. Voilà, il y a des choses comme ça, des fois, qui existent, ça dure des années, ça commence à faire plus de 25 ans que ça existe, mais à la fin, quand en plus le système est récupéré, quand tu as un leader qui s'appelle MSCI, c'est un rouleau compresseur. Qui a 60% du marché. Personne ne va dire pourquoi vous ne prenez pas un autre indice que MSCI quand vous faites un ETF. Le marché est comme ça. C'est un acquis. Donc c'est aussi difficile à déplacer cette montagne. C'est perturbant parce que de l'autre côté, c'est perturbant. Quand on regarde par exemple, mon sujet c'est par exemple les ETF, la composition d'un ETF, elle est relativement transparente. On sait ce qu'il y a dedans, on sait la méthodologie de sélection, on sait globalement comment ça a été choisi. Mais... Tu parles des ETF qui ne sont pas ISR. Exactement. Mais par contre, dès qu'on rentre dans la dimension ISR ou ESG même, ça devient black box. Ouais, je suis d'accord. Bon après, même un ETF qui n'est pas ISR, tu dis que c'est facile. Il faut être quand même un peu curieux pour aller chercher l'inventaire. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est plutôt simple, c'est la capitalisation boursière. Globalement. Globalement. Bon, après, il y a des raffinements avec les flottants, les machins, les trucs comme ça. Mais c'est vrai que oui, non, mais tu as raison. Sur l'ISR, mais moi, je ne défends pas la notation ESG, parce que on a même mis en place un système en ayant écouté les clients. Parce que moi, c'est souvent un mot que tu ne vois jamais. Quand tu vois des plaquettes sur l'ISR, il n'y a jamais le mot client. Et il faut quand même accepter l'idée que c'est un marketing de l'offre. C'est pas un marketing de la demande. Moi, je fais du marketing de la demande. Moi, je suis payé par mes clients, et donc je vais toujours chercher ce qui satisfait mes clients. Alors, c'est pas aveugle. Quand ils me demandent quelque chose, je ramène toujours ça à mes obligations réglementaires notamment, et donc j'essaye de pas faire n'importe quoi. Mais un ETF ESG, c'est de l'ordre du marketing de l'offre. C'est quelque chose qui a été construit par un financier pour des clients. Il n'y a rien qui dit que le client doit forcément acheter ça les yeux fermés en disant oui, c'est forcément pour moi. Enfin, fondamentalement, la gestion éthique, l'ISR, c'est du côté du client. C'est quand même bien dans la tête du client que ça se passe. Alors après que le marché, que l'industrie essaye de faire des grandes familles, ceux qui veulent de l'exclusion, pas d'alcool, pas de tabac, il y a sûrement plein de gens qui sont d'accord avec ça. Ceux qui veulent du best in class, il y en a peut-être déjà moins. Mais il n'y a pas de raison fondamentale pour que ce qui a été inventé par l'offre soit forcément parfaitement aligné avec la demande. Alors ça a duré un certain temps. Aujourd'hui, on commence à avoir des craquements. C'est-à-dire que les gens ne s'y retrouvent pas.
Et à un moment donné, effectivement, on commence à dire, ouais, ça ne marche plus, il y a des rachats. Mais est-ce que effectivement les gens étaient fondamentalement d'accord avec ce qui leur était proposé? Est-ce que ce qui avait été fabriqué était fondamentalement ce que les gens avaient dans la tête? En fait, il faut accepter aussi l'idée que tu as 60 millions de Français. Quelque part, ça ferait 60 millions d'ISR. Parce que chacun a ses convictions. Chacun a ses convictions. Alors on peut faire des grands regroupements, mais acceptons l'idée que chacun a ses convictions. Et de l'autre côté, tu as 700 sociétés de gestion qui forcément vont chercher à faire du marketing et à mettre ça dans des petites boîtes. Mais forcément, ça va créer de la frustration et ça ne sera pas forcément dans l'idée de départ qui est fondamentalement, c'est une idée qui est dans la tête du client, fondamentalement. Et donc, quelle différence entre on peut reprendre l'exemple des ETF, un ETF ESG et un ETF ISR? C'est la même chose. L'ISR, c'est le terme fêtier qui recouvre pour l'essentiel aujourd'hui de la notation ESG. Après, les autres méthodes... Exclusion. Il y a l'exclusion, qui est d'ailleurs... c'est celle dont on parle le moins, mais c'est la plus ancienne. C'est l'origine de l'ISR, c'est de l'exclusion. On va pas remonter au calendrier grec, mais au 19e, il y a des communautés religieuses pour beaucoup, pas forcément que françaises, mais également américaines, qui avaient une forme de vision de la vie, une vision politique du monde, et qui disaient, moi, c'est un monde sans alcool, sans tabac, sans armes, et donc ils cherchaient à aligner ces convictions qui étaient souvent religieuses avec leur portefeuille. Bon. C'était de l'exclusion. Moi, quand je parle d'ISR avec mes clients, c'est le premier truc qu'ils comprennent. Les gens sont capables de te dire, moi, je veux pas ça dans mon portefeuille. Et souvent, c'est mal pris par un financier qui va te dire, non, mais j'en veux pas, j'écoute pas ça, mon portefeuille va se réduire, je vais réduire ma diversification et je vais augmenter mon risque. Un financier n'entend pas cet argument. Mais c'est pourtant celui qui exprime tout de suite un client. Je ne veux pas être mêlé à ces affaires-là. Oui, mais donc justement, tu es du côté du marketing de l'offre ou tu es du côté du marketing de la demande? Moi, j'écoute le client. En fait, tu t'aperçois que c'est vraiment parce que le financier ne veut pas écouter. Parce que les formes les plus habituelles d'exclusion, donc le pas de tabac, pas d'alcool, pas d'armes, tu sais combien ça pèse de la capi boursière? C'est pas... En fait, en termes de capi boursière, ça ne doit pas être significatif, mais en termes de performance... Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est 4% de la capi. Ouais, ok. Tu crois que le gérant de chez Moneta, le gérant de chez DNCA, il n'exclut pas 4% de la capi quand il fait ses portefeuilles? Le type, il a un écart type de 10 ou 15%, et personne ne va aller dire aux gens de chez Moneta, attendez, pourquoi vous investissez que sur 50 valeurs, il y en a 6000 cotés en bourse. Donc cette histoire-là, en fait, est un faux problème. Le financier, il a appris ça dans ses cours. Il fallait avoir le maximum de titres pour avoir le maximum de diversification. Et dès que tu lui en enlèves 4%, il ne s'y retrouve plus. Bon. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait gérable. Et donc, il y a une bestiole, là, j'ai perdu le cours de ce qu'on disait. Non, mais justement par rapport à ces entreprises néfastes, finalement en synthèse, on a l'ISR, à l'intérieur de l'ISR, on a l'ESG, on a des approches comme l'exclusion. À l'intérieur de l'ESG, on a plein d'approches différentes avec des black box que sont les agences de notation et leur méthodologie. Et donc derrière, pour l'investisseur particulier comme pour les entreprises, c'est très compliqué de savoir qui est plus sur tel sujet. C'est impossible. Okay. Sachant qu'en plus, tout est fait pour ne pas orienter le client. Alors, on va peut-être en parler après, mais il y a un label ISR en France. Justement, j'allais te demander les labels, qu'est-ce que ça vaut? Donc on a compris, les notes ESG, c'est difficile de s'y fier, ou en tout cas, on ne peut pas comprendre ce qu'il y a derrière. Les labels, c'est censé être plus transparent. Qu'est-ce que ça vaut? Alors le label, en France, il n'y en a pas partout. Le label existe depuis 2016. Le ISR? Le label ISR. Il y a Greenfin, Finansol. Il y a Greenfin. Alors, ce sont tous des labels qui ont été initiés par l'État. L'État est très présent dans ces sujets-là. Et donc, le label ISR était censé, effectivement, quelque part, donner la bonne direction aux investisseurs en disant, si vous achetez ces fonds-là, ils satisfont un cahier des charges et, effectivement, vous pouvez acheter un peu plus les yeux fermés ces choses-là qu'un autre. Bon. Ça a moyennement marché en 2016. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont commencé il y a déjà 3 ans. Il y a eu un rapport de l'inspection des finances quand même, puisque ça appartient à l'État, donc tout de suite c'est l'inspection des finances qui agit, et qui a sorti un rapport de, 150 pages, qui est toujours en accès sur le site de l'inspection des finances, qu'il faut lire ce rapport, et qui listait tous les problèmes. C'est un rapport terrible. Et qu'est-ce qu'il leur reprochait? Tout.
Il y a des mots extrêmement durs, parce que les inspecteurs des finances, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Hein. Les types sont assez Quel était remontés. le souci? C'est un souci de sécurité? C'est un souci que c'est pas transparent. Donc ils relevaient toutes les choses qu'on vient d'évoquer en l'espace de quelques dizaines de minutes. Donc c'était pas transparent et ils appelaient un reset. Donc une entreprise qui était labellisée ISR à l'époque, ça ne voulait rien Alors dire. le label ISR labellise des fonds. Ouais. Il ne labellise pas des entreprises. Oui, mais donc, comme il y avait effectivement cette incertitude ou ce flou sur le calcul des notes qui remontait par capillarité, si la note n'est pas claire pour une entreprise, elle ne le sera pas pour le fond. Elle ne le sera pas pour le fond, parce que c'est une agrégation de notes. Le label lui-même n'avait pas fait de ménage particulier pour que ça soit plus clair auparavant. Et donc, l'inspection des finances a dit, il faut tout revoir. Il faut que ça soit beaucoup plus clair que ça. Donc, il y a eu tout un travail avec une révision et un nouveau cahier des charges. Ça reste très compliqué. Enfin, je ne sais pas qui... il faut lire le cahier des charges du label ISR. Enfin, c'est des dizaines de pages. C'est extrêmement technique. Il n'y a rien qui ressemble forcément à un langage courant du grand public. Il y a des partis pris. C'est-à-dire qu'on reste dans le postulat que la notation ESG est l'outil qui existe, donc on fait avec. C'est-à-dire que si vraiment on veut faire le grand soir de la notation, enfin des labels ISR, peut-être qu'il faut se poser la question de la notation, puisqu'elle n'est pas satisfaisante. Complètement. Cette question n'est pas posée. Donc on repart avec des notes ESG et on dit, par exemple, on va éliminer les 20% des plus mauvaises notes. Ouais. Oui, mais si ces notes ne sont pas satisfaisantes, pourquoi il faut s'obliger à éliminer les 20%? Alors le nouveau cahier des charges dit que ce n'est pas les 20% maintenant, c'est les 30%. Pourquoi pas 5, pourquoi pas 40? Pourquoi pas 5, pourquoi 40? Donc, mais on ne pose pas les vrais sujets. Par contre, ils ont quand même progressé puisqu'ils introduisent des notions comme la trajectoire de décarbonation, le climat qui n'était pas du tout, mais enfin c'était en 2016, hein. On s'occupait un peu moins de climat qu'aujourd'hui. Et donc la trajectoire de décarbonation fait partie désormais du label ISR. Donc les gens qui achèteront ces produits pourront se dire qu'en fait, ils achètent un produit de transition. Donc, on en revient à tout le débat qu'il y a eu avec BlackRock, qui au début appelait aussi ses fonds, ses ETF, des ETF ESG, qui aujourd'hui, Larry Fink a arrêté cette appellation et a fait attention à la terminologie, parce que c'est hyper important. Et désormais, on parle de produits de transition. C'est-à-dire que c'est des sociétés qui se mettent dans une transition pour effectivement réduire les émissions de CO2 et progressivement en 2050 ne quasiment plus en avoir. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de survente, on ne cherche pas à mettre des vertus incroyables à un produit. Ça, c'est tout le greenwashing, c'est de faire croire que parce qu'il y a marqué ESG, on a un produit incroyable. Non, c'est des produits, c'est les boîtes qui existent. Si le monde était parfait, il n'y aurait pas besoin d'appeler les sociétés ISR. Donc on a bien un sujet, quelque chose qui est complexe, et donc on commence à arriver vers quelque chose de plus simple, de parler de transition, de trajectoire de décarbonation. Ces produits de transition, comment ça se concrétise? Comment c'est un label produit de transition? Ce label ISR incorporera des sociétés qui sont en transition, qui sont en train de diminuer leurs émissions de CO2. Ça continuera de s'appeler un label ISR, ça ne s'appelle pas label de transition, mais de facto, ça sera ces sociétés-là. Bon, il y aura toujours la notation ESG. Moi, je ne vois pas quel est le lien entre les deux. Si déjà tu t'attelles à la décarbonation, c'est un sujet hyper ambitieux. Pourquoi garder à côté cette espèce de notation dont on ne sait pas comment c'est fait, machin truc? Bon, probablement qu'ils ont pris le marché tel qu'il était, qu'ils n'ont pas voulu le casser et qui sont partis de l'état de l'existant. Bon, voilà. Donc c'est encore un peu un fourre-tout, finalement. Ils n'ont pas osé, je dirais, encore une fois, remettre à zéro le système. Ils ont pris, parce qu'il faut bien voir qu'il y a... Il y a 1 millier, je crois, de fonds ISR. Donc, ils ont laissé tellement de gens rentrer dans le wagon que c'est difficile de leur demander de sortir. Maintenant, une fois que tu es rentré, ils sont obligés de prendre le wagon tel qu'il est puis de le faire avancer. Donc, ils essayent de modifier ces choses-là. Non, ce qui a été introduit de très important, c'est le fait qu'il ne peut plus y avoir de sociétés énergétiques qui développent de nouveaux projets fossiles, ce qui fait sortir mécaniquement des gens comme Total, qui est un sujet un peu clivant en France. On n'a pas forcément de sociétés pétrolières dans tous les pays. Et donc, logiquement... les sociétés de gestion qui gèrent des fonds labellisés ISR, tous ne sont pas labellisés ISR, ils peuvent être simplement responsables, mais c'est une marque, le label ISR. Quand tu t'appelles ISR, ça veut dire que tu as le label. Tu ne peux pas t'appeler ISR. C'est sous-entendu, j'ai le label. Et donc, si tu veux avoir le label ISR, qui est quelque part, tu as une Marianne quand même, bleu, blanc, rouge, c'est important, c'est un truc, c'est comme un architecte, et tu as quand même un blanc-seing derrière, tu dois respecter une réglementation.
Et donc là, si les gens veulent continuer TISR, ils vont devoir vendre à Total Énergie. Ouais, donc là, finalement, le label ISR, aujourd'hui, il est plus utile pour marquer un produit, un fonds en tout cas axé transition, mais avec des critères d'exclusion. C'est pas, et finalement, sur la partie ESG, la partie notation ESG, on a vu que ça voulait pas dire grand-chose. Oui, alors les critères d'exclusion, il a fallu, je dirais, y aller pour que... Donc il y a celui-ci, là, sur les sociétés qui exploitent de nouveaux projets pétroliers. Donc ça, c'est exclusion. C'est assez fort. Et puis, il y a également le tabac qui est exclu. Okay. Ça aurait pu être comme ça depuis le début, puisque la France a signé quand même des accords internationaux pour ne pas développer le tabac, que par ailleurs on augmente le prix de la cigarette, donc à un moment donné il faut être cohérent, quoi. Si on est en train de taper un peu pour qu'il y ait une génération sans tabac dans 20 ans, il faut peut-être être cohérent également sur des produits financiers. Voilà, donc il y a effectivement des exclusions, mais c'est pas comme ça que c'est vendu, parce que ça passe assez mal l'exclusion. Les gens veulent plutôt des choses où on encourage. Ouais, c'est pro, ils préfèrent être pro que anti. Voilà. Même si à un moment donné, tu dois être face au fait accompli qu'il y a des boîtes qui ne veulent pas s'améliorer, qui ne veulent pas. Donc, une société qui est dans le tabac, c'est un peu compliqué pour eux. Ils vont chercher à tourner autour du pot, ils vont faire des puffs ou des trucs pour les gamins qui se vendent 2 euros, où tu fumes 2-3 fois, avec des goûts fruités. Des goûts fruités, machin truc. Ils ont un peu de mal à sortir de la mécanique des addictions. Ils vont trouver toujours un nouveau système. Voilà. Tu as des boîtes avec qui tu peux discuter, il y en a d'autres qui ne cherchent pas à évoluer, donc tu vas être malheureusement contraint à l'exclusion. Et puis, en fait, ce label ISR devrait s'appeler d'ailleurs label de transition. Ce serait beaucoup plus simple, parce que comme personne n'est capable de mettre une compréhension derrière le mot ISR, qui est un acronyme, on dirait que c'est des fonds de transition, de la même manière que BlackRock les appelle. Je pense que ça serait beau. Transition, les gens comprennent. On est en transition. Donc ça veut dire que ce n'est pas parfait et qu'on va se diriger vers quelque chose de meilleur. On est en cours. C'est beaucoup plus simple, mais on a gardé l'appellation qui est une marque ISR. Mais très concrètement, ça va devenir des fonds de transition. Très clair, super clair. Et dans ce cas-là, justement, la partie... donc on a bien compris, je pense, la terminologie, ESG, ISR, les labels. La question que se posent énormément d'investisseurs, c'est notamment, est-ce qu'aujourd'hui, je dois faire un compromis entre le rendement de mes investissements et l'impact qu'ils vont avoir. Aujourd'hui, quel est le lien qu'on observe concrètement, et je ne sais pas si tu as des chiffres précis à donner, entre rendement et impact? Alors, il faudrait définir chacun des termes. Qu'est-ce que c'est que le rendement, plutôt la performance, et qu'est-ce que c'est que l'impact? Et je pense que là, il y a autant d'idées de l'impact que d'investisseurs. Les financiers vont se débrouiller pour te donner des pistes de réponse sur qu'est-ce que c'est que l'impact. Il peut y avoir tu peux chercher de l'impact écologique, de l'impact social, gouvernance. Bon. Et il y a des gens qui vont avoir des hyper exigences sur certains des sujets. Moi, j'ai des clients, il y a maintenant 4 ans, 5 ans même, qui m'ont dit en 2019, on ne veut pas investir dans les maisons de retraite. Des gens très pointus, tu vois. Orpea. Et Orpea, et alors que le sujet est sorti 3 ans après. En 2022, le bouquin de Castanet est sorti. Mais moi, j'avais des clients en 2019 qui m'ont dit, on ne veut pas mettre un centime là-dedans. Quand ils m'ont dit ça, j'étais à la fois très content, parce que souvent, les gens n'en parlent pas. Ils attendent que l'État fasse un décret là-dessus. Il y a un signal de marché, que Bruno Le Maire fasse un décret en disant il faut mettre des armes ou il ne faut pas en mettre. Bon. Et là, pour un coup, le client me disait on n'en veut pas de ce truc-là. Et encore une fois, ça passait par de l'exclusion. C'est la manière. J'ai aucun client qui me demande des notes ESG. Ouais. Je veux que tu achètes des fonds avec une note au moins de 6,2 sur 10. Oui, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais. Mais tout le monde est parti là-dedans. Tu n'as aucun client qui te le demande, mais tout le monde propose ça. Bon. Donc les clients, encore une fois, c'est l'exclusion qu'ils sont capables d'expliquer. Donc moi, ils m'ont demandé ça. J'ai creusé. J'ai vu que finalement, il y avait une vraie question derrière ça. En 2019, il y a un bouquin qui est sorti qui disait les mêmes choses que le bouquin qui est sorti 3 ans avant. 3 ans après. 3 ans après, pardon. Mais personne ne l'a lu. Le type a fait 2 studios. Après, il est passé sur toutes les télés. Il y avait les mêmes choses dans le bouquin de 2019 que dans celui de 2022. Mais ça n'a pas intéressé les gens. Comme quoi, tu vois, la notion de timing, ça marche en bourse et ça marche dans l'extra-financier. Et moi, je l'ai lu, ce bouquin. Je l'ai encore à la maison. Il y a tout marqué. Et il y avait tous les éléments pour effectivement comprendre l'implosion qui allait arriver tôt ou tard sur Orpea pour des raisons extra-financières. Bon, qui tenait aux sous-effectifs, au fait que les gens étaient sous-payés, au fait que le budget de restauration chez Orpea était de 4,35 € par jour, 1 € par repas pour nourrir les personnes qui étaient dans les EHPAD. Tu fais quoi avec 1 € aujourd'hui?
Pas grand-chose. Hein. Bon, tu vois, chez McDo, c'est pas 1 euro, le hamburger. Bon. Donc tu comprends après pourquoi dans le bouquin de 2022, il te disait que quand tu demandais une pomme en plus, tu l'avais pas. Ben oui, parce que ça faisait dépasser le budget. Et est-ce que tu sais combien on sert de repas par an chez Orpea ? Bon, quelques millions. 50 millions. Donc quand tu as une dérive de 1 euro et que tu sers 50 millions de repas, ça te fait 50 millions d'euros. Tu sais ce que c'est que 50 millions d'euros ? C'est le dividende d'Orpea. Donc on aurait pu mieux nourrir les... La masse salariale d'Orpea en France, 500 millions d'euros. Tu augmentes de 10%, soit le nombre d'aides-soignants, soit le salaire. Ils sont pas élevés, les salaires. Ça fait à nouveau 50 millions d'euros. 50 et 50 cents, ça fait 2 fois le dividende. La direction avait choisi, mais le système ne pouvait pas durer. Voilà. Alors, si on retourne sur peut-être une approche plus pragmatique entre le lien entre le rendement et l'impact, même si l'impact est évidemment très difficile à définir parce que c'est propre à chacun, sur la partie, alors rendement-performance plutôt, tu as raison. Si on regarde, tu vois, depuis 2019 environ, on a quand même eu une hausse de la demande pour les produits, les placements ESG, forte hausse. Si on prend peut-être à très grande échelle, comparé un indice comme le MSCI World, représentatif des marchés boursiers mondiaux, et sa version SRI, toujours de MSCI, on ne va pas changer une équipe qui gagne. On est sur des performances similaires, même légèrement meilleures pour le MSCI World SRI. J'ai le sentiment que cette surperformance, parce qu'il y a deux choses qui drivent l'évolution des marchés, c'est à la fois la performance des bénéfices, enfin la performance des entreprises, leurs bénéfices, mais aussi la confiance qu'ont les investisseurs dans les évolutions futures des marchés. C'est deux choses. J'ai plus le sentiment que la surperformance des indices SRI, ESG, appelle-les comme tu veux, provient plus d'une, on va dire, surconfiance, ou en tout cas d'un attrait surdimensionné de la part des investisseurs, plus que venant d'une réelle surperformance des entreprises sélectionnées dans ces fonds-là. J'interromps l'échange quelques instants pour vous partager un constat très gênant. 80% d'entre vous qui regardez ce podcast n'êtes pas abonnés à la chaîne YouTube. Pourtant, vous abonner, c'est apporter votre soutien gratuitement à la chaîne et ça me permet de vous proposer du contenu toujours plus qualitatif, de meilleurs invités, de meilleurs apprentissages et des productions audio et visuelles de meilleure qualité. Je mets beaucoup de moyens personnels dans cette chaîne parce que je veux vous proposer le contenu le plus qualitatif possible. Alors, je vous propose quelque chose. Si vous avez déjà regardé un épisode du Grand Bain, si vous avez appris quelque chose, si vous avez passé un moment instructif ou agréable, alors je vous demande simplement de vous abonner. Si vous le faites, je vous promets de vous proposer à chaque épisode un contenu toujours plus qualitatif. Ça vous convient ? On retourne à l'épisode. Qu'est-ce que tu en penses de ces indices ? Je valide. Je reviens juste sur Orpea pour dire que je n'ai pas pris cet exemple par hasard. Orpea en 2019 avait d'excellentes notes ESG. Voilà. Juste avant, ouais. Juste avant. Donc, il ne fallait pas faire confiance aux notes ESG, déjà en 2019. On revient à la performance. Oui, je valide ta lecture. Comment est fait un ETF ISR ? Donc, c'est fait par les mêmes qui font les ETF ou les indices, parce qu'on fait un indice avant de faire un ETF. MSCI calcule les indices pas ISR ou pas ESG et ESG. Donc, il y a des analystes financiers, des experts, des gens qui font les calculs. Donc, tout ça est parfaitement calculé. On a toutes les variables. Et donc, le but, c'est de faire quelque chose qui soit aussi performant qu'un fonds normal. Et donc, à partir de là, les méthodes sont assez simples. Ce sont les mêmes qu'utilisent d'ailleurs les grandes sociétés de gestion comme Amundi. Tu vas réduire l'écartement de l'étau. Tu vas faire en sorte que tu aies les mêmes pondérations pays que dans l'indice de départ. Donc, si tu as 12% d'Allemagne dans un indice mondial, tu vas reprendre les 12% dans l'indice ISR. Tu vas reprendre les mêmes poids sectoriels. Si la finance représente 10% d'un indice normal, tu vas reprendre 10%. Donc déjà, en verrouillant à ces deux niveaux-là, tu vas mécaniquement réduire la probabilité de t'écarter de la performance de l'indice de départ. Et c'est le but de ces ETF, c'est qu'ils donnent aux investisseurs à peu près la même performance de manière à amener le maximum d'attirance, parce que si tu commences à sous-performer, ça va être compliqué au début d'un mouvement de faire venir les gens. Donc, et c'est là d'ailleurs l'énorme chance qu'ont eu les investisseurs dans les ETF, c'est qu'ils étaient beaucoup plus protégés en termes de performance que des gens qui achetaient des fonds ISR en gestion active.
Un tracking error, donc la distance entre la performance d'un fonds, d'un indice lambda conventionnel et puis un indice ESG, ça peut être entre 0 et 1%. Oui, donc ça peut être très peu. C'est très proche. Ouais. Donc il y a peu de surprises à attendre d'un ETF ESG. Par contre, il y a eu beaucoup d'écarts de performance sur des fonds actifs qui là ont fait des choix. Ça, c'est le propre de la gestion active. Et on sait que la gestion active sous-performe 90% des fonds. C'est pareil pour les ETF ESG. Pour des ETF actifs, ISR. Par contre, des ETF ESG, comme ils prennent ces précautions, ils savent très bien comment est-ce qu'il faut faire une perf. Il faut faire attention aux pondérations sectorielles, aux opérations pays. Et c'est uniquement à l'intérieur d'un pays qu'ils vont faire effectivement du tilt en allant chercher certaines sociétés mieux notées avec des notes ESG que d'autres qui sont moins bien notées. Donc, en termes de performance, avec des ETF, il n'y a pas d'écart significatif de performance. Ouais. Avec des fonds actifs, il y en a. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des rachats aujourd'hui. C'est que les gens sont déçus des performances. Et pourquoi ? Et ça n'a malheureusement très rarement été dit, c'est de la faute des gérants, il y a des biais croissance dans les fonds actifs ISR. Les notes, pour toutes les raisons que j'évoquais au tout début, le questionnaire qui est rempli, qui n'est pas rempli, les sociétés qui font des efforts, pas des efforts, c'est plutôt des sociétés de croissance qui sont bien notées. Et donc il y a une surpondération. Il y a une surpondération. Ça a bien marché. Le marché, pas simplement que les fonds ISR étaient aussi sur les valeurs de croissance, parce que les taux baissaient. Les taux étaient même négatifs, voire à zéro. Donc, il y avait, comme une valeur de croissance, c'est une valeur avec un dividende infini. Il y a plus de levier sur une valeur de croissance quand les taux baissent que sur des sociétés value. Donc, ça a aidé autant le compartiment des valeurs de croissance que le compartiment de l'ISR. Après, les taux sont mis à remonter. Et là, patatras. Les masques tombent. Les masques tombent, les gens sortent des valeurs de croissance. De facto, c'était celle où étaient également les fonds ISR. Alors ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est ce que tu as parfaitement dit, c'est l'aspect de flux. Que tu peux voir très bien, je dirais, de manière un peu à l'excès, si tu regardes le compartiment des sociétés qui sont dans les énergies renouvelables, où là, tu as carrément une bulle. C'est-à-dire que tu as eu à peu près des indices, il y avait très peu de sociétés cotées, tu avais peut-être des indices de valeurs renouvelables où tu avais une trentaine de sociétés. Donc c'est extrêmement concentré par rapport à des indices S&P 500, et le jour où le marché se retourne, là, il n'y a plus personne. Donc, de toute façon, tout ce qui est indice thématique, c'est de facto extrêmement risqué. C'est de la thématique très, très, très resserrée, avec une bulle quand tu regardes la perf des indices sur les renouvelables. C'est quelque chose comme x10, et puis c'est retombé derrière. Voilà. Donc, c'était moins prégnant, c'était moins important sur des valeurs de croissance, parce que c'est des marchés extrêmement profonds. Mais les fonds ISR étaient surpondérés là-dessus, surpondérés également parfois sur les valeurs moyennes, parce qu'il y avait un peu de gestion thématique dans l'ISR. On cherchait des sociétés où il y a des relations sociales un peu plus léchées que d'autres. Donc, on avait parfois des surpondérations sur des valeurs moyennes. Et quand tout ça se retourne, la performance est pas bonne. Et les gens se disent, mais mince, on m'a vendu quelque chose qui... Alors, parce qu'effectivement, on a vendu un peu l'idée que si la société est performante sur l'ESG, elle va quelque part être performante économiquement. Bon, c'est pas... En tout cas, entre les deux, il y a la bourse. Et si les taux remontent, l'équation n'est pas parfaite. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui ressortent parce qu'on leur a peut-être un peu survendu les choses. La performance n'est pas au rendez-vous. Et les gens se disent, ça ne remontera pas, et puis je vends. Mais parce que de toute façon, par essence, tu l'as dit tout à l'heure, dans l'ESG, on va avoir, et dans l'ISR, on va avoir souvent des critères d'exclusion. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, le financier va te dire, on a de l'exclusion, donc on a un univers d'investissement réduit, donc la diversification est réduite, derrière le risque est augmenté. Est-ce que fondamentalement, vu que les indices ESG sont un sous-segment des indices traditionnels, on se prive de certains produits qui sont potentiellement plus intéressants, est-ce que l'ESG n'est pas finalement condamné sur le long terme à sous-performer les indices qui ont plus un accès à un univers d'investissement plus large? Moi, je pense qu'effectivement, si tu prends des critères qui ne sont pas des critères que pilote l'entreprise, donc qui sont des espèces de créations un peu artificielles, et c'est un peu ça finalement la note ESG, puisque c'est fait à partir de questionnaires, tu arrives à une note sur 10, et l'entreprise ne se lève pas tous les matins en disant « Tiens, je vais améliorer ma note ESG ». Elle a d'autres problèmes. Peut-être déjà, elle met le financier avant tout le reste. Et ce n'est pas pilotable. Quand tu as un indice avec 200 critères, le PDG ne va pas réunir ses équipes le matin en disant « Tiens, on va passer de 6,2 à 6,4 ». Tu ne sais même pas par où il faut commencer. Tu as tellement de variables et ce n'est même pas toi qui calcules.
Tu ne peux même pas piloter ta boîte à partir... donc ça, c'est un vrai problème. Donc effectivement, à un moment donné, tu peux créer une distance entre ce que tu as fabriqué un peu artificiellement, qui était une note ESG, et puis quelque chose qui n'est pas que l'entreprise ne s'est pas approprié. Donc c'est toujours très dangereux de prendre des critères qui ne sont pas des critères que l'entreprise utilise au quotidien. Donc d'ailleurs, quand tu regardes, c'est marrant, parce que quand tu prends dans le private equity, donc on sort un peu là des grandes sociétés cotées, les patrons sont capables de s'engager sur 1 ou 2 critères, pas sur 200 critères. C'est impossible, tu ne peux pas gérer une boîte avec 200 critères. Donc ça, c'est effectivement, il y avait un peu les germes d'un problème, quelque part. On a créé quelque chose qui est une espèce de surfabrication. C'est un produit ultra transformé. Et à un moment donné, les gens te disent « Oui, mais moi, je sens plus le blé là, dans la baguette. Vous ne pouvez pas me refaire un truc avec du blé. » Bon. Bah, à ce moment-là, la note ESG, tu t'aperçois que ce n'est pas avec ça que tu vas sentir le blé, quoi. Ouais. Bon, voilà. Mais du coup, j'ai pas bien saisi selon toi, sur le long terme, est-ce que les indices ESG ne sont pas condamnés à sous-performer les indices traditionnels de par leur univers d'investissement réduit? Alors, par construction, avec l'histoire des pondérations sectorielles, des pondérations pays qui sont les mêmes, là, je parle des ETF ESG. Ouais. La sous-performance doit être contrainte. Ça s'appelle la tracking error et c'est autour de 2%. Donc il y a 2 tiers de chance que ça ne dépasse pas 2 points de pourcentage d'écart chaque année. Avec les ETF ESG. Sur des fonds ISR actifs, ça peut être 10% par an. À long terme, je pense que l'ETF ESG, par construction, c'est des optimiseurs qui sont derrière, il n'y a pas trop de problèmes. Bon. Mais il n'y a pas trop de problème pour, on va dire, tu disais, pour la tracking error, pour ne pas trop dévier des indices traditionnels. Ne pas trop dévier, donc la performance ne sera pas très éloignée, plus ou moins 2% chaque année. Ça sera pas plus que ça. Donc, mais est-ce que tu as l'impact pour autant que tu attends avec un ETF ESG, avec ces fameuses notes qui n'interviendront que pour une partie, encore une fois, de la formule, puisque tu auras verrouillé la porte de l'allocation géographique, pays, tu auras verrouillé la porte de l'allocation sectorielle et tu auras effectivement ouvert la porte du stock picking. Mais comme il y a 2 portes de fermées, il n'y en a qu'une d'ouverte, il ne va pas y avoir de courant d'air, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais ça, c'est les ETF ESG. Les fonds actifs, toutes les portes sont ouvertes. Donc, tu as plus de chances de te la prendre. Je pense qu'on peut se concentrer sur la partie passive, parce qu'encore une fois, de toute façon, mon audience est plus sur la partie passive. Il y a plein de gens qui achètent des fonds actifs parce qu'il y a un gros marketing là-dessus. Hein. Bien sûr, mais justement, on explique à quel point ça n'est pas autant sur la partie impact que rendement intéressant. Ouais. Fondamentalement, on en a parlé tout à l'heure, il y a des exclusions de certains secteurs néfastes, l'armement, l'alcool, le tabac, tu en as parlé. Historiquement, ces secteurs et les entreprises de ces secteurs, le marché a pour habitude de pricer le risque. Ouais. Bon. Donc, ces secteurs qui sont fondamentalement plus risqués, techniquement, les investisseurs en attendent des retours, des rendements plus importants. Donc, le fait d'exclure ces entreprises qui... Et historiquement, et les données le montrent, ces entreprises-là, c'est ce qu'on appelle les sin stocks, les entreprises de secteur néfaste, elles surperforment le marché. Donc le fait d'exclure alors sans intégrer le risque, c'est pas net de risque en brut. Le fait d'exclure ces entreprises-là, est-ce que fondamentalement, finalement, les ETF ESG ne se privent pas de cette surperformance? Alors ces exclusions-là, c'est ce qu'on appelle de l'horrible nom des exclusions normatives. Voilà. Il y a des textes internationaux, il y a des traités qu'ont signés les États pour arrêter effectivement d'encourager le tabac. Enfin, le tabac, c'est quand même 1 100 000 morts en Europe. Par rapport aux exclusions sectorielles, pour que les gens... Donc, c'est ce qu'on appelle les exclusions normatives. Bon, donc, on ne met pas d'argent là-dedans. Ce n'est pas une histoire de se priver de performance. C'est une question, on en revient un peu à l'éthique. On ne veut pas mettre un doigt là-dedans. C'est des secteurs, effectivement, du péché où la norme, effectivement, a posé le fait qu'il ne fallait pas encourager ce développement-là. Donc, à la limite, il n'y a presque pas de sujet. Bon, par contre, ça, c'est quand même lié, je dirais, un peu à l'histoire. Aujourd'hui, on sent bien ce qui se passe en Ukraine, qu'il y a un retour, effectivement, du questionnement autour de la défense. Effectivement, ce n'est pas forcément pour une histoire de perf, c'est
À la limite, est-ce qu'on peut rester à l'écart de l'effort de guerre quelque part ? Est-ce qu'on peut rester à l'écart du fait d'aider à la production d'armes qui vont, in fine, servir à arrêter le mouvement de Poutine en Ukraine ? Je ne suis pas certain que ça soit pour une histoire de performance. Bon, peut-être qu'à un moment donné, les gens vont se dire, mais oui, pourquoi mon argent finalement n'aiderait pas à cet effort de guerre ? C'est le problème du moment, il faut le régler. Sauf que quand tu achètes des actions de sociétés qui sont liées à l'armement, c'est pas ça qui va mettre de l'argent pour faire des obus. Tu vas simplement acheter des actions à quelqu'un qui te les a vendues. Bon. Donc je ne pense pas que c'est une histoire de performance. Évidemment, si on produit plus d'obus, ça va faire plus de bénéfices, mais je ne crois pas que les gens quand même achètent les sociétés pour faire plus de performances. Certains, oui. Certains, oui, mais en tout cas, c'est plus un problème encore une fois, d'exclusion normative. Ça peut changer, les gens peuvent changer d'idée. En tout cas, pour l'instant, c'était... D'ailleurs, il y a eu un débat quand on a voulu mettre de la défense dans le livret A. Oui. Bruno Le Maire a dit, ou le Sénat, je ne sais plus, a dit, il faut que le livret A puisse servir à ça. Il y a des gens qui étaient d'accord, c'était assez partagé. Je ne sais pas s'il y a eu des sondages précis, mais la réponse, me semble-t-il, c'est quand même aux gens de la donner. Bon. Alors moi, j'ai entendu des gérants tout de suite qui ont dit mais c'est un scandale d'interdire à ce qu'on n'ait pas de valeur financière, de valeur de défense dans les portefeuilles, sentant qu'effectivement le marché allait surperformer. Moi, j'ai tendance à dire mais demande donc aux clients. Aux États-Unis, BlackRock redonne le droit de vote aux clients. Pourquoi on ne redonnerait pas, on ne demanderait pas à tous les investisseurs dans un fonds, dans un ETF, est-ce que vous voulez qu'on ait des valeurs ? À l'époque du digital, ça ne serait pas très compliqué de demander ça. Est-ce que c'est de la responsabilité d'un gérant de dire oui, on va aller dans la défense ou on ne va pas y aller ? C'est une question quand même qui est... c'est l'approche par l'offre ou l'approche par la demande. Si on est du côté de l'offre par la demande, demandons au client, et puis si le client ne veut pas avoir de leur défense, il acceptera de perdre le supplément de rentabilité qui va avec. Est-ce qu'il y a surperformance à très long terme ? Tu as parlé à juste titre des sin stocks, puisque c'est beaucoup une histoire américaine. Sin, c'est le péché, les valeurs du péché. Il y a eu des fonds qui sont créés aux États-Unis dans les années 80. Il y a même un fonds qui s'appelait le Vice Fund. Ok. Donc c'est l'extrême de... Il n'achetait que ça. Il n'achetait que des sin stocks. Ça n'a jamais décollé. Okay. Ça a fait quelques dizaines de millions de dollars. À l'échelle américaine, c'est peanuts. Ça n'a jamais décollé. Ça a été racheté, mais ça n'a pas décollé. Pour des raisons d'offre ou de demande ? Pour des raisons je pense, de demande, là, effectivement. L'offre, elle avait été mise sur la table, personne ne l'a achetée. Il y a 4-5 ans, il y avait eu la même histoire avec Trump. Il y avait un peu des fonds trumpistes. Qui n'achetaient que des trucs pour défendre l'Amérique. Ça n'a pas marché. Ça peut être c'est un peu des votes communautaires, mais ça n'a pas de véritable succès à l'échelle du marché. Donc je dirais... D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un fonds de private equity là, qui se lançait ces jours-ci pour spécifiquement investir dans la défense. C'est peut-être ça la réponse. Ce n'est pas à l'intérieur d'un fonds ESG, où d'ailleurs ça n'a aucune espèce d'influence, encore une fois, à part le fait de capter la surperformance qu'il peut y avoir dans le marché. Mais quand tu achètes du safran, tu ne mets pas, si tu achètes une action safran à 100 €, tu ne mets pas 100 € dans la fabrication d'obus. Tu achètes l'action que quelqu'un d'autre te vend. Donc c'est totalement neutre sur la fabrication d'armes. Par contre, effectivement, dans le private equity, peut-être qu'il y a besoin de construire des usines pour faire des obus. Et là, il faudrait mettre de l'argent pour que ça aille spécifiquement pour monter des lignes de production de ça. Mais ça passerait plus par le private equity que par des ETF ESG, me semble-t-il. Bon, donc il y a tout de même historiquement tout de même une surperformance qui pouvait être apportée par les sin stocks ou certains externes néfastes. Même pas. Mais pour toi, selon toi, sur le long terme, c'est sur le long terme, c'est-à-dire pas sur 5 ans. Encore une fois, le fameux Vice Fund, il n'a pas fait de surperformance, sinon il aurait eu un grand succès, parce que la performance s'appelle la collecte. Non, il peut y avoir il n'est pas contestable qu'il y a une surperformance de valeur de défense depuis 2-3 ans. Est-ce que c'est à l'échelle, un fonds de pension, c'est 20 ans, l'horizon de placement. Donc les 2 ans à l'échelle des 20 ans, avant que le pétrole ne remonte, Total avait fait un parcours depuis 10 ou 20 ans, ça n'avait pas progressé en bourse, comme les banques d'ailleurs. Donc on oublie aussi l'histoire passée. On regarde, on a tendance, ça c'est un peu la finance comportementale, à surpondérer dans nos esprits les mouvements les plus récents. Mais sur 10 ans, le pétrole, le Total, aujourd'hui c'est presque un intouchable, parce qu'il y a une performance incroyable. Donc dès qu'ils veulent se délocaliser, aller à New York, on va perdre la performance qu'on avait arrivé à obtenir. Non, il n'y a pas de... D'ailleurs, il y a même des gens qui font des calculs très précis. Par exemple, le fonds de pension, le fonds pétrolier norvégien,
Ouais. Le fonds de pension qui est un fonds de pension aussi, et donc qui pèse beaucoup d'argent, qui a de l'argent dans toutes les sociétés, grandes sociétés cotées. C'est les seuls à faire des calculs extrêmement précis sur le coût, parce qu'ils ont des exclusions. Quand dans leur rapport annuel, ils sur le calculent coût de leurs exclusions. le coût des exclusions. C'est de l'ordre de quelques dixièmes de points. Après, est-ce que tu as envie de te priver de 0,2% de performance pour être aligné par rapport à tes convictions? Là, c'est une réponse que chacun doit donner. C'est pas BlackRock, c'est Charles Elias ou Vincent. Et donc, plutôt que d'avoir l'approche par la performance et ensuite on regarde l'impact, si on regarde d'abord l'impact, qu'est-ce que ça donne en performance? On peut peut-être se référer, et là, en parler, c'est l'occasion, de l'indice Vérité 40 que vous avez créé. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Et ensuite, derrière, qu'est-ce que ça donne en termes de performance, un indice comme la Vérité 40? Alors effectivement, là, on rentre dans l'énorme sujet de l'impact. Qu'est-ce que c'est que l'impact? Nous, on pense que c'est quelque chose qui est très simple à mesurer, qui doit être très simple à mesurer. Donc, en l'occurrence, ce n'est pas la notation ESG qui ne mesure pas les impacts. La notation ESG, à la limite, te dit est-ce que la société a mis en place le tri sélectif? Bon. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact? Je préférais qu'on me dise on a réduit de 30 tonnes les déchets que génère la société chaque année, mais ce n'est pas comme ça que répond la notation ESG. Elle te donne une note sur 10. Bon. L'impact, c'est des choses que tu peux observer, mesurer, déformer, diminuer. Donc nous, par rapport à ça et l'histoire dont je t'ai parlé sur Orpea, à un moment, le client nous a dit, il était investi dans des fonds ISR, comme beaucoup de gens, et il a dit, je ne m'y retrouve pas. Moi, je ne veux pas d'Orpea. Et tu en avais dans tous les fonds ISR. Parce qu'à l'époque, moi, je suis allé voir les gérants. À cause des notes ESG, quoi. Oui, je suis allé voir les gérants. Parce que moi, c'est comme ça qu'on fonctionne. On va voir les gérants. C'était assez lunaire. Les gérants m'ont dit, mais attends, la note ESG est bonne, les scores de controverse sont bas, il n'y a pas de sujet, c'est un business légal. En bourse, la perf est géniale. Mais donc, d'où venait leur bonne note ESG? C'était eux qui falsifiaient le remplissage des formulaires ou c'était les formulaires qui étaient mal construits? Mais parce que tu peux bien remplir un questionnaire et tu peux avoir une bonne note. Il n'y a pas de corrélation entre l'externalité que tu produis. Tu peux être un très gros pollueur et avoir une bonne note. Exemple, tu prends le tabac ou la pollution plastique. Coca-Cola, je crois, a une note de AA chez MSCI. Ouais. Le maximum, c'est triple. Et, Shell aussi, d'ailleurs, je crois. Shell aussi, enfin un peu moins, mais Coca-Cola, donc AA. Et Coca-Cola produit 10% du plastique mondial. Enfin, qui est retrouvé sur les plages. Parce qu'il y a des ONG qui, chaque année, vont sur les plages, ramassent tout ce qu'il y a sur les plages. Ce n'est pas les consommateurs de coca qui sont des pollueurs. Non, mais en tout cas, bon, sur les quantités, on peut établir de manière, entre guillemets, par comptage que 13% du plastique qui est dans l'océan, qui est sur les plages, vient de Coca-Cola. Et ils ont pourtant une bonne note. Il y a eu une controverse il y a 2 ou 3 ans sur le fait que McDonald's, en mettant des poubelles de tri sélectif, a vu sa note s'améliorer sans qu'on se pose la question de l'impact de la qualité des produits qui étaient servis sur les plateaux. Bon, parfois, on a l'impression, si tu veux, avec la note ESG, tu regardes des trucs alors qu'il y a t'as un bœuf à côté, tu regardes la souris qui est en train de noter la souris. Bon. En fait, le fond du problème, c'est que la note ESG, elle est perçue par des investisseurs ou par les particuliers ou par le grand public comme étant un indicateur de l'impact de l'entreprise, alors que ça n'est pas du tout ça. C'est uniquement un indicateur de la capacité de l'entreprise à se protéger face à des risques ESG. Absolument, c'est ce que tu as écrit dans un de tes posts LinkedIn et c'est exactement ça. Comment tu te débrouilles pour te mettre à l'écart de choses qui pourraient t'amener des problèmes. Mais ça ne traite pas le problème des externalités. Donc nous, on est parti à rebours de ça. On était conscient qu'il y avait une histoire de questionnaire, on était conscient que ça n'envoyait pas les bons signaux, et Orpea est un exemple incroyable. La même année d'ailleurs est sortie l'étude de Florian Berg dont j'ai déjà parlé, 2019, c'était une année assez fondatrice, et on s'est dit, on ne peut pas continuer à faire ça. Et le client d'ailleurs n'en voulait plus. Il a vendu tous ses fonds ISR, on s'est retrouvé avec du cash. Bien, on est conseiller financier, on fait quoi de ce cash? Il voulait investir en actions. D'ailleurs, on aurait pu en rester là, hein. On n'était pas dans la notation, mais moi j'ai relevé le gant, je me suis dit, il y a quelque chose, il y a une vraie question derrière ça. Et on a tout regardé, on n'a pas passé beaucoup de temps parce qu'on connaissait déjà le sujet, donc on s'est dit, est-ce qu'il faut continuer avec 200 indicateurs? Non. Et on s'est dit, on va en prendre qu'un seul, parce qu'en fait, quand tu regardes en plus la qualité des indicateurs, il y a ce qu'on appelle des trous dans la raquette. Tu attends des fois 1 an avant d'avoir le chiffre, des fois il te manque un chiffre, qu'est-ce qu'ils font les gars? Ils font la moyenne entre les deux.
pour combler le truc qu'il y a au milieu. Tu as un chiffre qui n'est pas perçu de la même manière en Italie et en France. Parce qu'on est en train de parler de TF mondiaux, de TF européens. Un Allemand ne voit pas forcément les choses comme un Français. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui avec les élections. Donc voilà, il y a tous ces problèmes-là. Donc on s'est dit, oublions ça. Ça fait peut-être 25 ans que ça existe, mais on va oublier ça. Et est-ce qu'il y a un critère quand même parmi ces 200 sur lequel on peut se dire, celui-là, il y a de l'information disponible. Et c'est objectif. C'est objectif, c'est universel. On a choisi les émissions de CO2, dont depuis 2012 en France, il y a une obligation de publication qui a été renforcée par Mme Pannier-Runacher en 2022. Et donc on s'est dit à l'époque, c'est ça qu'il faut prendre. Les émissions de CO2, c'est des tonnes, c'est publié, c'est marqué dans les rapports annuels, il n'y a pas besoin d'inventer des trucs. Et en plus, c'est le changement climatique. Et le changement climatique, tel que les chercheurs nous disent de ce qui va se passer, ça va poser quand même beaucoup, beaucoup de problèmes. Et ça risque d'ailleurs d'empêcher de déployer le S et le G. Parce que quand tu as une inondation, que tu as 3 mètres d'eau chez toi, tout s'arrête. Donc on a eu ce parti pris ou peut-être cette neutralité d'observation de se dire c'est ce critère-là qu'il faut prendre. D'ailleurs, il est publié de la même manière en France, aux États-Unis et en Chine. Donc c'est relativement universel. C'est universel. Donc on a pris ça. Et on avait plutôt beaucoup d'informations en France pour les raisons que j'ai évoquées. La réglementation était plus draconienne qu'ailleurs. Et on aurait pu donc envoyer un questionnaire de 70 pages sur les émissions de CO2, faire comme les copains. Et là, on a dit non. Donc là, c'est un peu l'histoire. Voilà, quand tu es tombé dans la marmite depuis un certain temps, tu sais par quel biais il faut ressortir de la marmite. Et là, on a dit, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire un questionnaire, on va faire une facture. Si la nature envoyait chaque année à l'entreprise une facture avec les dommages créés par les émissions de CO2, il y aurait marqué quoi sur la facture ? Une facture, c'est une quantité fois un prix. Quand tu achètes du sable, tu achètes 3 tonnes de sable avec un certain prix de la tonne. Donc là, c'est pareil, on s'est dit, c'est quoi le prix d'une tonne de CO2 émise ? Alors à l'époque, en 2019, très spontanément, on est allé vers, il y a ce qu'on appelle un quota de CO2 européen, qui à l'époque valait une vingtaine d'euros. C'est même pas ça, parce qu'on n'avait aucune prescience de ce qu'allait devenir le prix de la tonne de CO2. On s'est dit, ce qui est gênant, c'est que ça soit un quota européen, le CO2 est mondial, et que tout le monde n'y soit même pas soumis. Il n'y avait que les grosses unités fixes, le pétrole, la chimie, les cimentiers qui étaient soumis à ça. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un prix de la tonne de CO2 plus universel, tu as utilisé le terme, que ça. Et là, c'est le hasard des lectures. Quand tu commences à chercher, tu finis par trouver. On est tombé sur un article de l'INSEE et ensuite un article du GIEC, enfin plus qu'un article, une publication du GIEC qui s'appelle le rapport 1.5, qui est paru en 2018, qui mentionnait des travaux d'économistes, pas d'ONG, pas de militants du climat, d'économistes. Il y a des économistes qui passent leur temps à calculer le coût socio-économique du climat. D'autres s'intéressent à l'inflation, au PIB. Ces gens-là s'occupent de ça avec une idée intuitive dont on a perdu un peu le sens en France aujourd'hui. Prends l'exemple de Madagascar. Madagascar, 20% de la population vit de l'agriculture, 60% dépend du secteur agricole. Si tu as une augmentation de la température, tu vas avoir une baisse des rendements agricoles, baisse du revenu des agriculteurs, baisse du revenu des familles, chute du PIB de Madagascar, ce qui est en train d'ailleurs de se passer. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Donc tu vois bien le lien qu'il y a entre l'augmentation des températures et la baisse du PIB. Ces économistes ont fait les mêmes calculs partout dans le monde et ont abouti à chiffrer la baisse de PIB. Ils ont divisé par le nombre de tonnes de CO2 émises. Ils sont arrivés, je donne un chiffre arrondi, au fait qu'une tonne de CO2 émise coûte $100 la tonne. Tu émets une tonne, tu as $100 de dommages socio-économiques sous-jacents. Juste pour bien comprendre, est-ce qu'ils ont, pour comprendre la méthodologie du calcul, considéré que l'impact de la hausse de la température, elle est homogène partout sur Terre, ou est-ce qu'ils ont pondéré selon les zones qui sont plus touchées ? Exactement. Tu vas en Égypte, il y aura toujours l'agriculture, mais tu vas avoir un impact par exemple sur le tourisme. Bon. Et la BCE a fait les mêmes calculs plus récemment. Tu as déjà des séries historiques sur 20 ou 30 ans. Tu peux déjà regarder, parce que l'augmentation des températures, ça commence à faire quelques années. Et ils ont mesuré effectivement quel est l'impact d'une augmentation des températures tel mois
par rapport au prix? Est-ce que l'influence se fait tout de suite? Est-ce qu'il y a encore une influence un an après? Quand tu as une augmentation des températures, tu as une baisse de la production, le prix de la fraise augmente, tu vois le genre de truc. Et donc, tu arrives à faire des calculs où tu peux associer à un moment où il se passe un événement climatique, avec ensuite le relier avec une influence, par exemple, sur l'inflation. Sur l'Égypte, ça peut être sur le tourisme. Donc, ils font ça pays par pays. Et en agrégeant, c'est une agrégation et c'est une pondération mondiale. Finalement. Parce que tu peux considérer que le CO2, si tu l'émets en France, il va faire le tour de la planète, il va avoir une influence qui est sur l'ensemble de la planète. Donc tu peux considérer que le coût, il sera moyenné par l'ensemble de la population mondiale. Et puis quand tu fais le calcul des dommages divisé par la quantité, tu arrives à $100 la tonne. D'accord. Quand tu sais que tu as des sociétés qui en émettent plusieurs dizaines de millions de tonnes. C'est d'ailleurs ce qu'on a publié pour la première fois cette année dans l'étude qu'on fait, là, où on révèle chaque année. On a publié le top 10 des factures carbone. Les chiffres sont d'ailleurs, personne ne les connaissait. Personne n'a eu l'idée de multiplier les émissions de CO2 publiées par les entreprises par ce chiffre de $100 et de rapprocher ça. Quand tu as une facture, tu dois la payer. Donc tu rapproches ça du bénéfice, c'est ce qu'on a fait. Donc on a calculé la facture carbone, les quantités émises fois le prix de $100. On a retranché cette facture du bénéfice et on a regardé quel était le niveau d'attrition, de combien diminuer le bénéfice. Est-ce que les entreprises sont encore rentables ou non? Donc, est-ce qu'il y a du dividende? Est-ce qu'il y a tout exactement. Ça? Donc 1 sur 2 n'est plus rentable si on faisait payer ce CO2, et on le paye déjà. Sur le panel, tu parles du CAC? Dans les grands indices développés, qui ont à peu près tous la même structure sectorielle, donc plutôt plus de services que d'industrie, on a ce ratio de 1 sur 2. Ça veut dire que sur un CAC 40, qui pèse à peu près 2000 milliards de capi, tu as la moitié tu as 20 boîtes qui sont pas en capacité qui sont plus rentables après la facture carbone. Cette facture carbone, effectivement, les gens nous disent, mais ils la payent déjà. Non. Elle n'est pas payée, sauf qu'elle est payée en termes de dommages par la collectivité. Elle est subie, mais elle n'est pas payée. Elle est subie, mais elle n'est pas... Exactement. Elle est subie, mais elle n'est pas payée. Mais la nature l'a subie. La nature pourrait, si elle existait, envoyer cette facture et on aurait ce résultat-là. 1 fois sur 2, on ne peut pas payer. Donc nous, on est parti de ça. D'ailleurs, on était comme une poule avec un couteau quand on a commencé à faire ces calculs, parce qu'on voyait des secteurs entiers ne pas pouvoir payer, passer en perte. Et d'ailleurs, on a refait 10 fois les calculs en disant on s'est trompé, c'est pas possible. Et on était vraiment à découvrir quelque chose sans comprendre pourquoi certains secteurs n'y arrivaient pas, et que c'était les mêmes secteurs. Après, on a fait les mêmes calculs de la France, on avait fait les mêmes calculs en Europe, et on trouvait les mêmes ratios. Et en fait, après, on a compris, en fait, tu as une dimension systémique. Que tu sois cimentier en France ou en Pologne ou en Norvège, tu auras à peu près le même process de production, tu vas à peu près émettre la même quantité de CO2 au prorata de ton chiffre d'affaires, évidemment. Et donc, ton risque carbone, c'est-à-dire la facture divisée par le bénéfice d'exploitation, l'EBITDA, ça sera le même en pourcentage. Pas en valeur absolue, mais en pourcentage. Et donc, on a commencé à comprendre, en faisant des calculs, on s'est dit, mais non, on ne s'est pas trompé, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on retrouve donc ce ratio d'à peu près 1 sur 2. 1 sur 2 de sociétés qui peut payer, 40% qui ne peut pas payer, et 10% de boîtes qui ne publient pas les émissions. Donc des boîtes qui sont cotées, qui sont soumises aux réglementations les plus drastiques en termes de transparence, ne donnent pas l'information à leurs actionnaires. Voilà, c'est comme si tu avais une bagnole, tu leur dis pas que la bagnole, soit elle consomme 10 litres au 100 et tu feras pas les 300 km que tu avais prévu avec ce que tu as dans le réservoir. Enfin, il manque vraiment une information capitale. Et ça, comment est-ce qu'on explique ce manque de transparence? Il n'y a pas de pénalité? Il n'y a pas de pénalité. Comment on l'explique? Qui Forcément, ça sera les mauvais élèves qui ne vont pas vouloir le dévoiler. Ou ceux qui n'ont pas les moyens. Alors ceux qui ne publient pas, il y a 3, en tout cas en France, on a regardé, il y a 3 catégories. Tu as les financiers, les banques et les assureurs, qui ne publient pas ce qu'on appelle le scope 3. Le scope 3, c'est toutes les émissions qui sont liées au financement. Quand tu fais un prêt pour acheter, pour creuser un puits de pétrole, c'est bien ton argent qui sert à faire sortir le pétrole de terre. Donc on te réaffecte le CO2 qui est lié au pétrole que tu fais sortir. Le scope 3 chez un banquier, ça représente 93% des émissions de CO2. Mais ils ne sont pas pris en compte. Ils ne sont pas pris en compte.
ce que publient les banques aujourd'hui, c'est le scope 1 et 2, c'est-à-dire... les émissions directes. C'est les émissions directes, c'est pour chauffer les agences, pour mettre l'essence que tu mets dans les voitures et les data centers. Mais ça représente que 7%. Vu la taille des banques, qui sont des banques mondiales en France, 93% du CO2, que ce soit celle-ci d'ailleurs ou d'autres, c'est le scope 3. Il n'est pas publié. Il y a une autre Il n'est pas demandé ou il n'est pas publié? Il n'est pas publié. Mais on leur demande tout de même. Alors, l'obligation jusqu'en 2022 ne portait que sur je l'ai dit tout à l'heure, ne portait que sur le scope 1 et 2. Elle a été étendue au scope 3 par Mme Pannier-Runacher dans un décret du juillet 2022. Donc à partir de là, c'était plus possible de se mettre à l'écart, mais elle publie toujours pas. Et probablement, peut-être que l'année prochaine, puisqu'il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle CSRD, dont j'ai parlé, qui va faire que tu vas être obligé de le faire. Donc, je peux te dire que ça pédale très très fort dans les banques pour se mettre en situation. Alors, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut qu'ils aillent rechercher tous les crédits qu'ils ont faits. Savoir ce qu'ils tu vois un peu financé. les stocks, qu'est-ce qu'ils ont financé avec, sachant qu'ils n'avaient pas posé la question à l'époque. Et recalculer. Alors, ce qui va les arranger, les banques, c'est que toute la génération de prêts, en général, un prêt qui est fait dans les banques dure 8 ans. Donc le mieux qui va arriver aux banques, c'est que les prêts qui ont été faits il y a 8 ans vont venir en extinction. Et à partir de là, ils vont forcément connaître, puisqu'ils vont refaire de nouveaux prêts, les réglementations les obligent à faire attention aux émissions de CO2. Donc ils posent la question, il y a des questionnaires en agence. Et donc là, ils vont pouvoir calculer... À partir de maintenant. À partir de maintenant. Bon, pas de maintenant ou dans 2 ans. Voilà. Mais évidemment, comme ça les oblige à aller chercher des générations entières de crédits, c'est quand même extrêmement compliqué. Même si des ONG n'ont pas attendu et leur mettent une pression de malade pour et arrivent à calculer ou font des estimations de ce que pourrait être l'intensité carbone de leur portefeuille des crédits. Il y a des ONG qui, depuis, je pense, 3 ans, publient ces intensités, qui circulent sur LinkedIn, qui mettent sur le podium des plus gros émetteurs de CO2, dans l'ordre, la Société Générale, la BNP et le Crédit Agricole, qui est d'ailleurs, ce sont 3 banques qui ont des pratiques très différentes, le Crédit Agricole faisant des efforts depuis très longtemps, beaucoup plus que la Société Générale ou BNP, mais tous sont en train de travailler, tous ont regardé quels étaient les plus gros secteurs émetteurs de manière à réduire la proportion de ces émetteurs-là dans les crédits, et ils annoncent que dans 1 ou 2 ans, il n'y aura plus d'énergie fossile dans leur portefeuille de prêts, parce qu'ils seront venus à extinction, ils n'en referont plus. Ils ont pris des engagements. Donc, tout ça avance, mais pour l'instant, ils ne publient pas. Donc, il y a eux qui ne publient pas. Il y a Accor qui ne publie pas son scope 3. Alors, le scope 3 chez Accor, c'est quoi? C'est les kilomètres que vont faire les clients entre leur domicile et l'hôtel. Ah oui. Quand il est basé aux Maldives, il y a quelques kilomètres entre un Français qui va là-bas. Donc, ça, c'est pas calculé. Ce qui est un vrai risque. Parce que quand il y a eu le Covid, les gens ne pouvaient plus prendre l'avion. Il n'y avait plus personne dans les hôtels, le chiffre d'affaires était à 0. Donc tu vois bien, la sensibilité, elle n'est pas virtuelle. Il faut des circonstances pour les révéler. Et puis il y a un 3e acteur qui ne publie pas, c'est Publicis. Secteur de la publicité qui ne publie pas son scope 3, c'est-à-dire c'est les émissions de CO2 liées aux publicités qui sont faites. Donc une publicité pour un iPhone ou un SUV derrière. Un SUV, les émissions de CO2 ne sont pas réaffectées à Publicis. Si c'était le cas, peut-être que Publicis ferait d'autres publicités que celles qu'elle fait aujourd'hui. Et les publicités pour l'USUV, tu sais très bien qu'il y en a beaucoup. Il suffit de regarder un match de l'équipe de France. Il y a 3 pubs pour l'USUV. Voilà. Donc là, on a bien compris la facture carbone. Et donc, qu'est-ce que l'indice Vérité 40? Alors, l'indice Vérité 40, on est parti... parce qu'il faut toujours quelque chose qui cristallise le calcul. Et donc, tout le monde connaît le CAC 40. Personne ne sait comment il est calculé. Enfin, on prend le CAC 40, c'est un thermomètre, c'est un baromètre. Et donc, nous, on s'est dit, pour que cette facture carbone prenne une existence, il faut un indice. Et donc, on a fait le Vérité 40. Donc, on est parti du CAC 40 et on a appliqué la facture carbone au CAC 40. La moitié des sociétés sont plus rentables. Donc, on est allé en chercher 20 plus petites du SBF 120 qu'on a fait remonter. Et ça nous a donné à nouveau un panel de 40 valeurs. On a appelé ça le Vérité 40. Voilà, tout simplement. Ça existe depuis 2021. Les sociétés tout de suite ont adoré. Ils sont venus vers nous, on ne s'y attendait pas du tout, en disant mais c'est bien votre truc, là, comment ça marche, expliquez-nous. Ah ouais, c'est pertinent, c'est comme ça qu'il faut faire. Tout le monde était... pour une fois, on avait une mesure objective. C'est objectif, c'est quantitatif. Il n'y a pas de qualitatif, il n'y a rien. Au début, on prenait des estimations d'émissions parce qu'il n'y en avait pas tous les chiffres. Aujourd'hui, c'est marqué dans tous les rapports annuels. On prend les chiffres des entreprises. Le prix de la tonne, aujourd'hui, on est à 142 €.
C'est un prix qu'on est allé chercher du côté du GIEC. Donc les boîtes ont deux variables qu'elles produisent, l'EBITDA et les émissions de CO2. Il n'y a plus de contestation, c'est chez eux. Le prix, il est connu à l'avance. On a le prix sur les 25 prochaines années. Il augmente à peu près de 4% par an. Donc, si on veut améliorer son EBITDA ajusté du carbone, il faut baisser ses émissions ou augmenter son EBITDA. Mais comme aujourd'hui, si tu augmentes ton EBITDA, tu augmentes tes émissions, puisqu'on utilise du pétrole. Voilà, il y a un lien. Donc, il faut arriver à justement cette déconnexion, cette décorrélation entre... Pourquoi pas augmenter les l'EBITDA, mais il faut que tu baisses tes émissions. Donc, il faut que tu réinventes ton process, ton business model. Et c'est là où on n'est pas encore tout à fait rentré. C'est-à-dire que pour l'instant, on est encore dans un modèle consumériste. On augmente les bénéfices et en même temps, on consomme beaucoup d'énergie. Donc, il faut sortir de ça. Quelle différence en termes de performance, je ne sais pas si vous l'avez calculé, la performance du Vérité 40 par rapport au CAC 40 ? Alors, la performance, ce n'est pas la même. Là, on n'est pas du tout dans l'exigence de construction des ETF, puisqu'on n'a pas la même pondération sectorielle. On a des biais de valeur moyenne, puisqu'on fait rentrer des sociétés plus petites. Donc, la performance a été moins bonne. Donc, je suis totalement transparent depuis le début, pour les raisons qui sont celles-ci. Il y avait une sous-performance, je ne l'ai pas en tête en tout cas. Vous l'avez regardé quoi, en annualisé ou sur les 5 dernières années, 10 dernières années ? L'indice existe depuis 2021. Ouais. Bon. Mais en soi, ce calcul-là, vous auriez pu le faire remonter plus loin. Les factures, les factures carbone, vous avez pu les calculer jusqu'à ce que depuis que les entreprises divulguent ces informations. Alors, comme je disais il y a quelques secondes, là, on était quand même, plus on remonte dans le temps, plus on est obligé de faire des estimations. Parce que les chiffres n'existaient pas. Il y en a de plus en plus, mais c'était des estimations. Et les boîtes nous disaient, non mais c'est pas ces chiffres-là, ça c'est des estimations. Nous, on ne trouve pas ça. C'était extrêmement compliqué. Donc, en tout cas, il y avait une sous-performance qui était liée, encore une fois, au biais de taille et au biais de secteur. De l'ordre de... Mais j'ai pas le chiffre parce que, en fait, il y avait une sous-performance qui pouvait être significative, comme l'a été la sous-performance des valeurs moyennes. Alors, ce qu'on a fait, il faut bien voir aussi qu'on avait un tout petit univers de 40 valeurs, donc avec 20 sociétés qui étaient très différentes des 20 premières. Ce qu'on a fait depuis quelques temps, c'est qu'on a fait le même portefeuille sur l'Europe, où là on avait un bassin. On a fait ça sur le MSCI Europe, mais c'est le même genre de construction. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on a fait le Vérité 40, les 20 sociétés qu'on a fait remonter, qui n'étaient plus dans le CAC 40, là, c'était des sociétés qui n'étaient pas dans le CAC 40, donc justement. Alors que maintenant, quand on fait le calcul sur l'Europe, il y a 350 valeurs intérieures. Toutes les sociétés qu'on a mis dans ce Vérité Europe font toutes partie de l'indice. On ne va pas en chercher des plus petites, puisque le bassin est beaucoup plus large. Et là, on a cette mise en place depuis 2 mois. Et là, on est complètement en ligne par rapport à l'indice. En termes de performance ? En termes de performance. Pourquoi ? Parce qu'on a réduit la tracking error. L'univers d'investissement est similaire. On a 126 valeurs exactement pour être précis, alors qu'on en avait 40 avant. On a justement fait attention, parce qu'on a voulu construire quelque chose qui ressemblait à un ETF Vérité Carbone plutôt que ESG. On a les mêmes pondérations sectorielles, on a les mêmes pondérations pays, et effectivement, on fait rentrer des sociétés en stock picking sur le critère de la facture carbone. Donc là, on a réduit et on a vraiment la même performance. Donc je pense qu'on tient, en faisant attention à des critères financiers, que tu as parfaitement rappelé, qu'on n'avait pas complètement avec un indice beaucoup plus resserré. On a une performance qui est beaucoup plus en ligne. Nous, on croit beaucoup, et d'ailleurs, nos clients sont investis là-dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, je dirais, prévu au départ. C'est que le client, aujourd'hui, nous pousse. Les gens nous disent, mais pourquoi on ne met pas notre argent plutôt dans les 40 valeurs du Vérité 40 ou les 126 aujourd'hui du Vérité Europe, plutôt que dans le CAC 40, puisque tu nous expliques que c'est ce qui va driver la performance future. Le climat va complètement bouleverser les cartes. Donc demain, est-ce qu'on pourra avoir un ETF un Vérité 40 ? Alors, un ETF, il faut savoir que ça coûte 300 000 euros par an. Il y a des ETF qui pèsent 10-15 millions d'euros, mais ils sont sponsorisés par les sociétés de gestion. Alors peut-être un partenariat avec une société de gestion ? Ils sont... Tu as vraiment les bons réflexes, mais les sociétés de gestion sont à fond dans la notation ESG. Je ne sais pas si tu vois, même, ils baissent les frais de gestion, Mais si jamais ça plaît autant aux entreprises qu'aux investisseurs, ils auraient tout intérêt à émettre le premier ETF Vérité 40. Tu ne crois pas si bien dire. Donc on n'a pas monté un ETF parce que c'est trop cher. On n'a pas 300 000 euros parce qu'il faut donc sponsoriser. Il faut payer les coûts de gestion à celui qui monte l'ETF. Et donc, on a fait ce qu'on appelle un autre acronyme, mais qu'on aime bien ce coup-ci. On a fait ce qu'on appelle un AMC. Un AMC, ok. Personne ne connaît. Non, ça me parle pas. Moi, je ne connaissais pas. AMC, ça veut dire Actively Managed Certificate.
C'est un produit, donc on appelle ça un certificat de gestion active. Bon, en l'occurrence, ça peut être la gestion active qui a une approche passive. C'est un outil qui est très utilisé en Suisse. D'accord. Beaucoup de familles office c'est font là ça. J'avais déjà entendu parler, ok. Et en fait, quand les gars ont une idée de stratégie qu'ils veulent tester, ils font un certificat. Alors le certificat, il est émis par une banque. En fait, c'est une obligation indexée sur un panier de valeurs. Et quand tu veux tester une stratégie, tu ne vas pas lancer un fonds avant de savoir si la stratégie a une chance de marcher. Donc tu lances un certificat. Le gros avantage, c'est qu'il faut mettre 5 fois moins d'argent sur la table pour monter un certificat que pour monter un fonds. On a voulu monter un fonds, mais tous les gérants nous disaient qu'il faut mettre 10-15 millions d'euros sur la table, on ne les avait pas. Donc on a pu monter des AMC beaucoup plus facilement, on en a même monté 2. Et ça coûte beaucoup moins cher. C'est assez facile à mettre en place. Tu as les mêmes souplesses en termes de cotation quotidienne. Tu as la qualité de signature, c'est celle de la banque. C'est pas la moyenne des risques de signature des émetteurs qui sont dans l'ETF. C'est la qualité du papier, puisque c'est une obligation bancaire. Donc là, en l'occurrence, on a travaillé avec Natixis et donc on a fait un AMC Vérité Europe aujourd'hui. Et nos clients sont investis là-dessus. Qui est disponible sur quoi? Sur compte titre Ouais, alors c'est pas éligible au PEA parce que c'est une obligation, mais c'est éligible au compte titre. Ok. Voilà. Donc c'est un produit, je pense, qui va se développer en France. Mais qui n'était peu développé parce qu'en France, il y a beaucoup de fonds de gestion active depuis quelques temps et tu aides à cela des ETF. Et les AMC, c'est un peu l'entre-deux, le pied à l'étrier pour faire des choses plus pointues, avant que ça devienne un succès. Généralement, quand tu fais un AMC qui fonctionne, ensuite tu fais un fonds parce qu'il a créé son track record. Et dans ce cas-là, peut-être, enfin, je voudrais parler de manière très concrète, pragmatique. Quels sont tes conseils pour les investisseurs particuliers qui, aujourd'hui, se disent moi, je voudrais maîtriser l'impact de mes investissements. Bien sûr, l'impact, c'est propre à chacun. Mais justement, quelle est la démarche à avoir? Quels sont les écueils à éviter? C'est encore pas évident. Alors déjà, il faut faire un effort sur soi-même. Il faut quasiment prendre une feuille de papier et écrire ce qu'on souhaite. Parce que évidemment, si on commence à regarder sur des sites internet, on peut partir. C'est un peu l'histoire de la fable. Tu veux aller où? Je sais pas. Dans ce cas-là, tous les chemins se valent. Donc c'est pareil pour l'ISR. Quelles sont les attentes? Donc il faut marquer les choses. Définir ses objectifs, ses convictions. Donc forcément, ça va t'emmener sur certains chemins. Après, là où c'est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, mais pas forcément celles qui sont organisées pour effectivement te faire aller dans le chemin que tu as tracé. Si tu prends par exemple le site du label ISR, dessus tu as que les performances financières. Ça doit être des fonds ISR. C'est complètement paradoxal. Tu n'as aucune information ISR pour faire le tri de ces fonds. Voilà. Il n'y a que des éléments financiers. Voilà. Donc, c'est beaucoup quand même de travail personnel. Alors, il y a quelques sites, mais je serais c'est même compliqué. Alors après, il y a des acteurs qui... MSCI, ils ont des sites pour justement... Alors MSCI, effectivement, tu vas sur le site MSCI, il faut encore le trouver, mais tu y arrives. Tu peux effectivement trouver la note ESG de MSCI, mais tu as compris ce que je pensais de la note ESG. Ouais. Donc, en tout cas, nous, on ne s'en sert pas. Donc, nous, on a un site... parce que tu m'as un peu encouragé à faire de la pub, là. Donc on a un site scorecarbone.com sur lequel on a mis des notes d'une centaine de sociétés cotées, pas que françaises. On a mis également les scores carbone des ETF, les principaux, Europe, Monde, machin. Donc on a également le score carbone du certificat qu'on a lancé, là, qui s'appelle Vérité Europe, qui est meilleur que tout ce qui existe, donc qui cherche à optimiser justement ce risque carbone. Ensuite, il n'y a pas que les actions. Il y a les obligations. D'ailleurs, nous, nos clients nous ont dit, mais attends, si tu as fait un truc en obligation score carbone, en action pour score carbone, pourquoi tu ne fais pas un truc en oblique sur carbone? On leur a fait. Alors là, pareil, on n'a pas pu faire de fonds et pas d'AMC. On a fait un mandat de gestion avec une société qui s'appelle Hugo Gestion. Donc, on a fait un mandat de gestion avec score carbone et des obligations investment grade. Donc, quelque part, je dirais le maximum de précaution. Tu fais attention au rating des sociétés. En plus, tu fais attention au risque carbone. Donc, c'est quand même quelque chose qui est plutôt précautionneux. Dans le monétaire, on n'a pas pu faire parce qu'il n'y a rien qui existe et ça demande beaucoup d'argent. Les fonds monétaires sont... Un fonds action ISR fait 300 millions d'euros. Un gros fonds monétaire en fait 50 milliards. Donc c'est Rungis, la gestion monétaire, donc on n'avait pas la surface pour faire un fonds monétaire ISR. Enfin, risque carbone, on a pris des fonds ISR. Alors c'est intéressant d'ailleurs, les fonds ISR monétaires, tu as beaucoup d'émetteurs entreprises et tu as moins de banques ou moins de souverains.
par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, tu es plutôt mieux sur un fonds monétaire ISR que sur un fonds labellisé ISR que sur un fonds monétaire lambda. Après, tu as l'immobilier. Donc nous, on a beaucoup travaillé ce sujet-là déjà depuis 4 ans. Mais il y a les labels ISR aussi. Il y a un label ISR. Alors nous, on a pris, en l'occurrence, on a travaillé sur une SCPI. Ouais. Et bon, c'est un peu notre côté atypique, mais encore une fois, c'est le marketing de la demande, ou en tout cas la demande du client. On a trouvé une SCPI qui n'est pas labellisée ISR, qui s'appelle, je peux donner des noms ? Oui, vas-y. Bon. Qui s'appelle Kianeos Pierre, Ah oui, bien sûr. qui est géré par Kianeos Asset Management, une société qui est totalement atypique, basée en province, qui a fait le choix du résidentiel et qui fait des travaux. Donc, qui a anticipé le label ISR, qui quelque part a validé cette approche-là, qui est de dire... Ah mais j'avais entendu parler, c'est une SCPI qui n'est pas labellisée ISR, mais pourtant, dans la pratique... je pense c'est la plus ISR de toutes. Ouais. Donc, ils achètent des immeubles, ils les rénovent, ils les mettent dans des bons standards de rénovation. Donc, ça correspond à des DPE de B, de C, en les achetant F ou des choses dans le genre. Ils baissent de 60% les émissions de CO2. Ils diminuent la facture énergétique des locataires, donc ils augmentent leur capacité à payer les loyers, puisqu'ils ont moins de charges à payer. Ils augmentent la valeur des immeubles. Un immeuble qui a été rénové vaut plus cher qu'un immeuble qui n'est pas rénové. Et donc, c'est une SCPI qui tourne autour de 7% de rentabilité, 5% de rendement locatif, plus 2% de revalorisation du prix de la part. Et des SCPI qui revalorisent le prix de la part en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Ils ont plutôt la tendance à faire l'inverse. Et ça, le prix de la part augmente simplement parce que comme ils font des travaux, ça valorise les biens. Voilà, cette SCPI, si tu ne la cherches pas, tu ne la trouves pas. Elle est née en 2018. Moi, je suis allé voir... J'ai trouvé ça dans un autre filet dans la presse. Je me suis dit, tiens, ça c'est génial, parce que je m'intéressais à l'immobilier de province que je trouvais totalement décoté par rapport à l'immobilier parisien. Je m'intéressais au sujet déjà du climat, et cette SCPI cochait les 2 cases. J'ai vu l'entrefilet dans la presse, j'ai appelé Jérémy Rouzeau, je lui ai dit, je veux voir ce que vous faites. Le gros avantage de l'immobilier, c'est que tu peux voir les choses. C'est pas le cas en bourse. Je suis allé voir les chantiers, j'ai passé une journée avec eux, j'ai vu 4 chantiers, j'ai vu comment ça fonctionnait, je me suis dit ce truc-là ne peut que marcher. Et dans ma tête, j'avais l'avant-après, c'est comme la calvitie, tu vois, le début, tu n'as plus de cheveux, puis après, tu en as plein. Et là, je me suis dit, l'avant-après, chez Kianeos, c'est évident. Ils achètent des trucs qui sont... Parce que l'état de l'immobilier résidentiel, pas terrible, hein, parce que c'est détenu parfois par des gens qui sont âgés, qui ont plus envie de s'occuper des choses. C'est pas forcément génial. Donc, l'avant-après était incontestable, la plus-value me paraissait évidente. Et donc, ça c'était en 2019, un an après qu'il soit créé, j'avais la conviction que ce truc-là allait marcher. J'ai recommandé ça aux clients et aujourd'hui, cette SCPI fait 400 millions d'euros. C'est un des plus gros acteurs de la rénovation énergétique dans le résidentiel en France. En 4 ans, je suis devenu administrateur, membre du conseil de surveillance, président du conseil de surveillance. Et c'est une SCPI que je trouve remarquable par ses résultats. Donc ça, c'est de l'immobilier. Après, il y a plein de choses très intéressantes. Tu parlais d'impact dans tout ce qui est non coté. Oui. Donc le private equity ou la dette privée. Le problème de ça, malheureusement, c'est que c'est en train de changer, notamment via l'assurance. C'est très peu accessible aux particuliers. Le non-coté était le fait des investisseurs professionnels. En tout cas, il y a encore 1 ou 2 ans. Il y a beaucoup de développement de ce côté-là, du côté des contrats d'assurance. Peut-être un peu moins du côté du non-coté vert ou ISR, mais ça va le faire. Et donc, c'est work in progress actuellement. Bien que l'ISR existe depuis 25 ans, je pense que les choses les plus intéressantes se feront dans les 5 prochaines années. Et il y a probablement les acteurs, les leaders de ce marché vont apparaître dans les 5 prochaines années. Et ce n'est pas forcément ceux qui sont là aujourd'hui. La preuve, Kianeos n'existait pas il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est le leader incontestable sur une démarche ISR en matière d'immobilier. Donc, on a une gamme grandissante de possibilités. Et il faut retourner la terre. Il ne faut pas hésiter à aller chercher des trucs qui sont un peu atypiques. Ce n'est pas forcément ce qui fait les gros titres. Vincent, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire, mais on va devoir s'arrêter là. Pour celles et ceux qui veulent continuer à se former, à se renseigner, peut-être à te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver en priorité ?
Tu m'obliges à ne pas être objectif, donc les gens peuvent me suivre sur X, sur Twitter, où j'ai un compte, V-Auriac, je suis sur LinkedIn, il y a le site Axilia sur lequel on poste des études, parce que nos clients nous poussent à nous poser des questions très terre à terre, à y répondre. On est souvent assez surpris de dire des choses 5 ans avant tout le monde, simplement parce que les clients sont d'un bon sens redoutable, et on n'est pas dans le copier-coller de ce qu'on entend, voilà, donc si vous voulez savoir comment est-ce qu'on mesure toutes ces choses-là, un fonds ISR, qu'est-ce que c'est, des trajectoires de décarbonation, est-ce qu'on peut faire confiance à certaines agences, etc. Allez fouiller du côté du blog axilia.com et vous allez avoir, les gens, je pense, vont se plaire et vont trouver plein de réponses. C'est une problématique d'actualité qui le sera encore demain, donc je suis certain qu'il y aura encore beaucoup de choses à se dire. Tu auras d'autres podcasts à faire là-dessus. Un grand merci Vincent. Merci de l'invitation, Charlie. Pour une prochaine fois probablement dans le Grand Bain. Absolument, merci.